une grosse carte prise au spinner par la bouche et le gamin, il a dit: «C'est de la merde». Là, j'ai vu un gars là récemment là, sur la rivière ici, dans 1 mètre d'eau avec son live et c'est un compte, tu te le supportes toute la journée. Il y a des années, je me faisais 2 500 balles ou 3 000 balles, tu vois, OK. de sur les royalties. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de l'excellent Frédéric Briou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Frédéric est à la fois concepteur de canne à pêche, guide de pêche, pêcheur passionné, commentateur de compétition, un parcours riche et très très dense dans la pêche depuis de nombreuses années. Il nous parle sans concession de la pêche du silure, de la pêche au live, de la pollution, de ce qui le rend heureux, des gamins qu'il amène à la pêche au quotidien. Un échange vraiment sympa et très complet avec un gars qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est parti. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Briou, que ceux qui sont présents dans le milieu connaissent depuis un certain nombre d'années. Voilà, présent sur les salons, guides de pêche. Bref, on t'a vu dans plein d'endroits différents. En tout cas, moi, je te suis depuis très longtemps. Bienvenue, Fred. Eh bien, bonjour à toi Yann, salut à vous les amis. Il y en aura qui nous écouteront, c'est sûr. Pour commencer, Fred, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Bah, je suis, connu plus, comme moniteur guide de pêche depuis plus de 20 ans OK. et donc puis j'ai officié dans quelques salons, ce qui fait que, beh, les gens m'ont découvert, par le biais, des différents salons, que j'ai pu réaliser entre autres, hein, puisque j'ai commencé il y a 22 ans de mémoire. 22, oui, 22-23 ans environ, comme, moniteur guide de pêche et puis à l'époque, bah, je voulais pas bouffer des racines et bah, il fallait se démerder un peu. Donc j'avais un petit job à côté, mon frère avait un bar, je travaillais un peu dans au bar pour faire un peu de monnaie et puis, guide de pêche à côté et puis je me suis rendu compte que le guidage, bah, c'était pas trop, j'allais pas en bouffer quoi, j'allais pas vivre OK. du guidage, j'avais investi. Voilà et du coup, bah, je me suis lancé après, dans les animations avec les enfants et cetera. Mais OK. j'officie depuis plus de 20 ans en tant que moniteur guide de pêche diplômé. OK. Et pour, revenir même encore plus loin, comment tu as commencé la pêche? Ça vient d'où? Oh, alors mon pauvre, j'étais, tout comme beaucoup, hein, tout bambo, tout minot. Mon père, m'emmenait à la pêche et cetera. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert ces odeurs de bord de rivière et un peu acides et tout qui à chaque fois que je vais au bord de l'eau, j'ai ces odeurs, ce parfum de bord de rivière et puis après, beh, tout seul à 8 ans, je faisais déjà une dizaine de bornes en vélo, les cannes sur le cadre et cetera pour aller pêcher, dans le parc de Richelieu parce que je suis de Touraine et puis, le Richelieu avec le cardinal de Richelieu avait créé un grand parc avec des canaux et nous avions le droit d'y pêcher avec une petite carte et on pêchait. Voilà, c'est là où j'ai fait mes premières armes seul. OK. Et comment t'es venue l'idée de travailler dans ce milieu? Alors l'idée, elle ne vient pas de moi, elle vient de mon ex, concubine que j'avais à l'époque et qui, c'est passé bizarrement. J'allais tout le temps à la pêche, je faisais quelques compétitions comme le challenge, interdépartemental, que l'on connaît, hein, j'allais assez loin Mmh. avec les potes et tout. C'était plus une histoire de fête pour faire ça et puis, l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que j'ai plusieurs job, passé, beaucoup même et puis, ouais, la fin, le dernier, c'était, en discothèque, hein. J'étais, je dirigeais une boîte de nuit, barman, enfin, je dirigeais la boîte et cetera et puis j'allais à la pêche assez souvent et puis après, j'ai passé comme technicien commercial agricole parce que j'ai un BTA, brevet de technicien agricole OK. et la boîte a coulé et Ah il merde. a fallu, bah, créer quelque chose et retravailler. J'avais plus envie de retravailler dans le négoce de grains ou les coopératives et mon ex-compagne m'a dit: «Mais toi qui aimes la pêche, il y a une formation, il y a des formations qui existent et cetera» et j'avais 40 ans et je me suis dit: «À 40 ans, tu vas pas retourner à l'école». Moi, c'est dans ma tête, c'était, ch l'école, ça a toujours été pour moi un sujet merdique. J'avais pas envie. J'étais dans un autre monde. J'essayais de toujours de me sauver de l'école pour faire autre chose. En CM2, par exemple, je me faisais punir pour aller ramasser les feuilles dehors. Voilà, c'était OK. voilà. Bon, bah, tu vois, pour te dire, j'ai toujours envie d'aller dehors. Donc et la punition, je savais que c'était le râteau, ramasser les feuilles de tilleul qui étaient tombées, à l'automne et voilà, puis, bah, ça me plaisait d'être dehors. Bon, peu importe et puis, elle a dit: «Bah, tu vas faire cette formation». J'ai fait la formation d'A1, le premier er BPGEPS en 2002 OK. et donc bah, il y avait une belle équipe, hein. Il y avait des j'étais avec Anthony Guénec en l'occurrence, que tu connais peut-être, Ouais. avec Mickaël Le Pourceau et puis, toute une bande de furieux, c'était le premier er BPGEPS d'A1 dans la Creuse.
OK. en 2002 et j'ai créé un village enfin, je voulais créer un village, vacances pêche OK. et au dernier moment, ce village ne s'est pas créé puisque le député de l'époque c'était les élections, des députés à la Cour européenne et le député m'avait porté haut et fort sur ce projet qui était, très sympa, hein. J'avais organisé le plan d'eau, la vidange du plan d'eau, tout les chalets à côté et cetera. Tout était prêt à être mis en fonction jusqu'au moment où Pierre et Vacances est arrivé dans notre région, a racheté un ancien moulin, a demandé des financements à la communauté de communes où appartenait ce futur député et l'aura Pierre et Vacances était beaucoup plus important que l'aura, Brioude, bien entendu et ciao. Donc là, OK. voilà, c'était le premier projet, donc j'ai quand même installé le projet de moniteur guide de pêche avec le bateau et j'ai démarré comme ça. OK. OK, donc là, pêche des carnassiers en France. Oui, ça a commencé comme ça, oui, effectivement, pêche des carnassiers en France. Et la suite, on est là pour tout savoir jusque tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, il faut La tout nous suite raconter? la suite, tu vois, c'est bien d'avoir un bateau, d'avoir des rivières. J'ai à peu près, en Touraine, hein, je suis en Touraine, donc en Touraine, il y a à peu près, presque 3000 kilomètres de réseau hydrographique, pour pouvoir, pêcher. Mmh. Et je me suis installé Creuse, Vienne et Loire et pour pouvoir pêcher les différents carnassiers et les clients, se faisaient assez rares. C'est pas facile d'être, guide. Il y a 20 ans, c'était marginal, complètement marginal. Personne ne croyait dans ce projet et surtout en Touraine, parce qu'on vient en Touraine pour les châteaux, mais on vient pas pêcher en Touraine. Donc il fallait faire venir pêcher des gens et le problème, c'est vite résolu parce que j'ai été démarcher, les centres de loisirs, les écoles OK, et puis j'ai dit: Brioude, guide de pêche, ça peut peut-être se faire» et ils m'ont tellement provoqué là, tout ce qui est administratif dans le secteur, les OT, les OR, enfin office de tourisme, offices régionaux de tourisme et cetera, m'ont dit: «Tu sûr que tu vas bouffer avec ça, quoi?» Je dis: Oui, je vais tout faire. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond». Et si bien que j'ai démarché, ça peut être un truc indicatif pour certains qui souhaitent se lancer dans ce type de projet. Je suis allé, dans les salons des arts ménagers, le salon de l'automobile, avec, ma petite sacoche et mes petites, brochures sur le côté dans ma sacoche et j'allais voir les plus belles caisses, les plus belles cuisines, par exemple et puis tu regardes et puis tu as toujours les vendeurs qui viennent te voir et ça a commencé comme ça avec les cuisines Vosgica, en l'occurrence et puis, à Paris et le mec il vient me voir, il me dit: «Vous êtes intéressé par une cuisine?» Je dis: «Non» parce qu'avec le job que je fais, vous savez, ça m'étonnerait que je puisse mettre, un billet de 15 000 balles là-dedans, enfin dans le style quoi. Je sais plus exactement comment ça démarrait. Il me dit: «Bah oui», il dit: «Mais vous savez que tout est possible, il y a les crédits et cetera». Mais je dis: «Non, non». Je dis: «Non, non». Je dis: «Vous savez pas ce que je fais». «Bah vous faites quoi comme métier?» Et là, hop, on inverse la machine. Je suis moniteur guide de pêche en Touraine. Mais qu'est-ce que c'est ça? On connaît pas nous. Alors, je dis: Si vous venez, vous faites un séminaire dans le secteur, vous êtes une douzaine et 10, 12, 15, je vous fais tous pêcher les pieds dans la Loire, les petits poissons et cetera. On fait des battles, on organise un jeu autour de ça». Ah, il dit: «Ça, c'est pas bête» et il appelle Jojo, il appelle Albert, il appelle machin et «Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Est-ce qu'on irait bien en Touraine? Vous avez un site?» «Bah ouais, on ira au château machin, vous prendrez, vous logerez et cetera et moi je vous, ferai venir au bord de l'eau pêcher». Et on a fait des battles de goujons comme ça et tu gagnais, vite fait, tu en as pas pour longtemps à gagner, 600 balles dans la journée en pêchant des goujons, hein, donc mmh. c'était la fête. Mais il a fallu pour bouffer, il a fallu commencer comme ça, quoi. Parce que j'ai pas et du coup, certains s'en foutus de moi en disant: «Toi, tu es le guide de pêche aux goujons» et cetera. Peu importe, je gagnais ouais, mais c'est pas grave. Je mangeais et je pouvais sortir avec le bateau. OK. Ouais, j'ai commencé parce que parmi eux, certains se sont révélés un peu pêcheurs, envie d'aller à la pêche et là, j'ai pu leur glisser quelques guidages et ils ont apprécié, ils ont aimé, ils venaient en vacances dans le coin avec les gamins et là, on a commencé à s'intéresser à moi, mais localement. L'office de tourisme a dit: «Oh, dis donc, tu pourrais, être sur nos plaquettes, tu pourrais faire ci». «Oui, peut-être. Au début, vous vous foutiez Mmh. pas de ma gueule et aujourd'hui, vous avez besoin de moi». Mais du coup, je m'en suis servi quand même. En toute OK. honnêteté, c'était intéressant. OK, donc tu sous-entends quand même que le métier de guide, c'est avant tout être un bon vendeur pour trouver ses Mmh. premiers clients? Oui, il faut avoir la bosse du commerce, ouais, un minimum, ouais. OK. C'est-à-dire que tu fais tout, hein, tu fais de la vente, au service après-vente, hein. Ah bah, raconte, explique-nous. Ça, je suis assez curieux et puis le métier de guide, alors, on en reparlera, que je t'ai dit, on va faire un sujet là-dessus, mais c'est quand même intéressant, voilà, d'aller chercher ses clients et cetera, parce qu'on voit tous le côté ça fait rêver, il est au bord de l'eau, mais là, tu nous parles de l'avant, des difficultés, même de l'après, c'est quoi?
Bah, déjà et si il faut connaître un territoire. Si tu connais pas ton territoire, puis ton territoire, c'est pas un plan d'eau, c'est pas, 30 kilomètres de rivière, c'est un territoire, un grand territoire. Parce que si tu veux bouffer, il faut plus de 100 guidages à l'année, OK, déjà, 100 sorties à l'année. Tout dépend ce qu'on entend par sortie. Est-ce qu'on entend demi-journée, journée, 2 demi-journées? Enfin bon, voilà, il y a plusieurs possibilités et quand on vend son produit, il faut aller se vendre. Il faut aller se vendre, comme je l'ai dit, là, ça peut être les salons, ça peut être les salons hors pêche. OK. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vais me permettre de dire que les vrais pêcheurs m'ennuient à bord, parce que je deviens chauffeur de taxi et non guide de pêche. OK, C'est-à-dire qu'ils prennent un taxi, ils viennent avec moi et on va pêcher et arrête-toi là, il y a une branche, arrête-toi là, il y a ci, arrête-toi là, il y a ça. OK, OK et ils savent et puis après au bout d'un moment quand ils font pas de poisson: «Mais il y a rien ici». Ah bah, je dis: «C'est possible qu'il y a rien», mais je dis: «Jusqu'à maintenant tu m'as rien demandé». Jusqu'à maintenant, on a fait, bah, ce que tu avais envie de faire. Pêcher la branche parce qu'elle te plaît, pêcher le trou là parce qu'il te plaît, parce que ci, parce que ça. Je dis: «Si tu me demandes, on va peut-être, je vais peut-être te faire découvrir un site avec, peut-être des possibilités et que toi tu te construises autour de ce que je vais t'expliquer» et alors bon, après on enchaîne, tu vois? Ça vient tout doucement. Mais bon, j'ai une méthode un peu aussi, différente de guider, certainement. Ça fait rire beaucoup de gens, mais bon, moi j'ai pas trop le choix parce qu'on n'a pas le cheptel, pour moi, ici en Indre-et-Loire, je n'ai pas un cheptel suffisant pour nourrir son guidage avec du poisson à chaque sortie. OK, Des tôles, j'en prends. Si on pêche le poisson blanc, les ablettes, les goujons, oui, il y a pas de souci. Des tôles, je sais ce que c'est, je les enchaîne, j'en prends quelques fois et je comprends pas et les poissons sont là. Après, on en fait. Il y a des jours, là, il y a 15 jours, on a fait une semaine complète, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. OK, Là, à nouveau, ça rechute. Merci aujourd'hui, ça je l'ai ce matin, donc je ressors très, très prochainement pour m'amuser avec des gens. Je vais les convoquer, les appeler parce que j'ai quand même, bon, pas mal de clients qui reviennent, même depuis, il y en a un depuis plus de 20 ans. Donc il y a quelque chose qui s'est créé avec tous ces gens et j'ai tout le temps du monde, tout le temps, tout le temps. OK, En revanche, une fois que tu as vendu la chose, c'est qu'il faut les suivre les gens. Tu as vendu, ils viennent et cetera, tu leur expliques. Le guidage en lui-même, c'est aussi, un échange. Ce n'est pas seulement que du poisson, parce que si j'avais que du poisson, bah, il y en a qui seraient plus là du tout, parce qu'il y a des jours où j'ai pris des vrais branlés, des vrais tôles, hein. Même en Irlande, quand je guide en Irlande, des fois, on faisait des journées à blanc et je disais: «Chauffez l'appareil photo, ça va être magnifique». «Ah bon?» «Ah ouais, vous allez faire des photos de paysages, vous allez voir, vous allez vous régaler». «Ah bon? Mais les poissons?» Bah, je dis: «Les poissons, ça sera ce soir un peu, à la fin de la journée, parce que là, aujourd'hui, il fait trop beau, c'est souvent septembre ça et puis, bon et ça se révélait vrai et les gens n'en veulent, quand tu es cash avec les gens, ils t'en veulent pas en général. Il y a toujours un OK, retour positif. Vraiment, vraiment, c'est un échange énorme il faut leur apporter quelque chose, il faut leur apporter une richesse et je me suis rendu compte au bout de plusieurs années qu'il y a un échange, c'est une thérapie la pêche, par le biais de la pêche. Tu apportes un message suffisant et les gens se confient à toi, se livrent à toi. Il y a un échange qui s'effectue et ils repartent bien, très bien, reposés, calmes, parce qu'il y a des gens de plus en plus stressés au jour d'aujourd'hui, heu, à cause du job, à cause, de la vie actuelle tout simplement, du manque d'argent et tout et le fait de passer une journée à échanger, à découvrir, la nature entre autres, hein, parce que je fais porter pas mal la pêche n'est qu'un support quelquefois pour pouvoir aborder le sujet nature et les gens repartent bien reposés et tout et après ils te rappellent pour soit une autre journée ou des conseils de pêche que tu lui avais donnés, ça lui a apporté profit et cetera et le nœud, le machin, le truc et donc je refais des visios avec eux des fois pour refaire un nœud, pour refaire un truc. «Tu te rappelles, c'était ah oui, c'était comme ça, machin et cetera. Oui, voilà, c'était OK, comme ça» et c'est très important, tu vas jusqu'au bout, mais il faut jamais lâcher la personne qui est venue avec toi. Là, je dis le mot client, mais c'est rare, je n'emploie que très, très rarement le mot client. J'aime pas. OK. Surtout là, c'est un échange et c'est comme si le docteur, il disait: «Bah, j'ai un client». Voilà, c'est un peu la même chose. On a un patient.
j'ai discuté avec quelqu'un que je veux interviewer, mais qui veut pas parce qu'il tient beaucoup trop à son image, m'a-t-il dit. Qui m'a dit qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de guidage en France et à l'étranger, pas en tant que guide, mais en tant que client. Énormément, vraiment beaucoup, et qui me disait, les guides de pêche français sont mauvais, parce que, c'est plus des professeurs de pêche que des gens qui sont là pour te faire attraper du poisson. Et pour lui, un bon guide de pêche, c'est quelqu'un qui fait attraper des poissons. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, alors pour lui, tant mieux, c'est son avis, mais moi, c'est pas mon avis. D'accord. C'est pas le mien. Enfin bon, c'est le but, hein. Alors, c'est le but. Systématiquement, il faut prendre du poisson, évidemment. Mais, j'ai tellement de gens que j'ai passé, je sais pas, le fichier client, il est impressionnant. Mais, il y a tellement de gens qui reviennent, qui n'ont pas pris de poisson et qui, en prennent la fois d'après, ou tu tombes la mauvaise journée, ou ça peut arriver, ça peut arriver. Et si tu veux, en France, on n'est pas, comment dire? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le cheptel suffisant pour nourrir tous les guidages Ouais, internationaux. parce qu'il y a beaucoup de guides aussi. Il en sort plus de 100 chaque année, donc forcément, ça se complique un peu les histoires. Ça se complique un peu. Tout le monde compte grailler avec ça se complique un peu. Et puis là, il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près quand j'ai commencé, heu, on était 2 dans le département, il y a plus que moi, puisque puis 2 si, il y a des gens qui ont été formés pour pouvoir le faire, mais qui se sont installés et qui ont arrêté. J'ai eu pas mal de stagiaires, ils se sont installés, puis ils ont arrêté derrière. Parce que c'est pas viable. C'est pas viable. Et puis en France, on n'a pas la mentalité encore de prendre des guidages. Mais le poisson, il est là, bien sûr, mais il y a pas assez de poissons. Il y a pas assez, c'est pas assez riche. Pour moi, c'est pas assez riche. Ou à moins de créer des gravières, des plans d'eau où on entretient, on enrichit en empoisonnant. Moi, je suis désolé, c'est pas ma pêche. L'empoisonnement, c'est pas mon affaire. Je me OK. prends assez la gueule dans le coin avec les truites là déjà, donc c'est pas la peine. Ça c'est ah ouais, moi je suis cash. En général, je Non, marche non, sur mais mes pas de mots. souci, ça me va, je Exact. prends. Là, on me fout des dans des égouts, là, on me balance des truites, là, qui crèvent 3 mois après, ou les hérons les bouffent, tant mieux s'ils arrivent à les manger. Mais, c'est tout ça pour vendre des cartes de pêche, mais moi ici, là, c'est pas la peine. Si on a une vraie première catégorie oxygénée avec une eau qui dépasse pas les 18 degrés, par exemple, oui, mais là, on a de l'eau qui monte à 25, 26 degrés dans des bouts de ruisseaux. C'est immonde, c'est des déversoirs en plus, pesticides et tout, mais ça va pas. On n'est pas Moi, je suis pas dans la logique pêche. Autant créer une bassine avec des bottes de paille, une bâche, on met de l'eau, on met les trucs dedans et les gars vont venir les pêcher. Voilà, ça à la limite, why not? Mais, c'est pas mon affaire, donc je suis pas pour le lâcher de poisson, je suis pas trop fan. On me dit que si on lâche pas de poisson, on n'en aura pas. Si on n'en aura pas, pourquoi on n'en aura pas d'abord? Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Pourquoi on n'a pas les poissons? Qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui est pas normal. Si on les a pas, pourquoi on les a pas? Moi, quand le Mmh. médecin il me dit: «Faut que tu prennes telle pilule», bah, je dis: «Avant de prendre telle pilule», enfin bon, j'en prends pas, peu importe, mais pourquoi, si j'ai une maladie, tu vas prendre ce médicament? Mais attends, la maladie, elle est à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai ce problème-là? Bon, bah, on va remédier au problème avant de prendre de cachet. Et là, du coup, on est un peu dans cette affaire-là. Si on n'a pas les poissons, qu'on doit lâcher des poissons pour prendre des poissons, pour faire plaisir aux gens, moi, je suis plus dans la logique de la pêche que j'ai connue et cetera. Le OK. poisson doit se reproduire. S'il se reproduit et il y a ici suffisamment d'espace pour, par exemple, le brochet se reproduise, mais plus ça va, plus on a de pêcheurs de carnassiers. C'est comme si dans la jungle, on va chasser les tigres et il y a moins de tigres que de gazelles. Donc autant pêcher les gazelles s'il y a des gazelles dans la Vienne, par exemple, ici à côté de chez moi, les ablettes, on va en pêcher plein. Mais les tigres, il y en aura pas beaucoup. Et puis s'il y en a beaucoup trop, ben, ils vont se bouffer les uns aux autres parce qu'il y a pas assez de place pour tout le monde. C'est aussi, OK. c'est un peu OK. l'image que je donne, mais bon. Ouais, non, bah, écoute, c'est assumé, pas grave. Ah oui, Et tu continues à faire, ce que tu appelles de la pêche au goujon, ouais, pêche d'ablette, pêche de oui, carpe, oui, ouais? oui. OK. Alors les camps de pêche avec les enfants, j'ai arrêté depuis le covid parce qu'il y avait trop de législation, c'était trop compliqué pour gérer les camps, voilà, tout simplement, et j'ai lâché prise et puis peut-être que l'âge aussi fait que basta, j'en ai un peu marre. Mais, les enfants, je n'arrête jamais, j'en passe énormément chaque année dans les centres de loisirs, les écoles et cetera, sur, les petites pêches, découvertes, heu, OK. parce que ça me régale. J'adore ce genre d'animation qui
c'est comme ça que j'ai commencé. Dans mon métier de guide de pêche, ce qui m'a gagné le plus d'argent, c'est bien la canne au coup de 4 mètres avec les petites lignes que je fabrique. OK, OK et et est-ce que c'est une typologie de clients différents, je sais pas, des débutants, des plus jeunes, enfin voilà, est-ce que tu as des catégories de clients différentes ou est-ce que c'est les mêmes personnes? Enfin, comment ça se passe? Alors j'ai à peu près, 30 de retour, de gens qui OK. reviennent d'année en année, sur, la clientèle. Ouais, c'est environ 30 depuis 20 ans, sauf ceux qui sont morts, paix à leur âme. Et puis, après j'ai, pas mal d'étrangers OK. et des locaux, beaucoup de locaux qui viennent pour redécouvrir parce qu'ils ne pêchent plus rien, ils comprennent rien à la pêche, ils n'y arrivent plus, ils savent plus pourquoi. Et ils viennent avec moi et des fois, bah, on trouve pas la solution, mais ils ont compris que, bah, ça pouvait arriver, que, ça se passe comme ça, quoi. Il y a des saisons comme ça et au fil des années, bah, on s'aperçoit que la population aussi, dans les jeunes retraités, beaucoup, beaucoup. OK. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aimeraient ou qui ont eu envie d'aller à la pêche et qui n'ont pas eu le temps et Mmh. du coup reprennent un guide pour aller, découvrir la pêche, sous un autre angle. Et tiens, toi qui a un petit peu de vécu dans la pêche, est-ce que tu vois, au travers de tes clients, une évolution, des demandes, des attentes, des profils? Je sais pas, liés peut-être à l'arrivée des youtubeurs ou à d'autres sujets? Ouais, effectivement, il y a une demande ces derniers temps de vouloir, performer, sur, la pêche des carnassiers, entre autres. OK, Et parce alors le silure, c'était une grosse, 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 grosse demande et là, la demande, ce qui me dérange absolument pas d'ailleurs et qui m'arrange, parce que j'avais eu beaucoup de pêche au silure, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais l'impression d'aller à l'usine et j'avais plus envie d'y aller du coup. Donc il y a OK, moins de silure et là du coup, grâce, certainement à TikTok, Insta et cetera, YouTube, les youtubeurs ont remis le carnassier au goût du jour, sans parler de silure, mais tout ce qui va être, autres carnassiers d'ailleurs, tout type de carnassier. D'ailleurs, il y en a OK, un que je me régale et que je vais aller pêcher avec lui, il va suivre, Baptiste. Baptiste Berger, pour moi, c'est la valeur montante en France. Il me régale avec ses chevennes, il me régale. OK, Il le sait, j'adore ça, ce type de pêche, c'est superbe. OK, je vais regarder. Ah, tu pourras regarder, ouais. Ouais, C'est je une prends valeur point. montante. Baptiste, fait partie OK, des bonnes valeurs montantes, ouais. ouais, je vais si je peux discuter avec lui. OK, OK, OK. Hem, Avant de passer aux autres sujets, sur le guidage comme ça en France, est-ce que tu disais au début quand même que tu en vis moyen? Ouais, Est-ce que tu peux nous donner un peu des métriques là-dessus? ouais. Alors, je disais, il faut une centaine de guidages. Bon, moi, si j'avais pas eu les animations, comme je disais tout à l'heure, des centres de loisirs et cetera, je serais plus guide, hein. Je serais peut-être, redevenu commercial agricole ou barman ou je sais pas quoi, j'en sais rien, enfin, peu importe. Heu, tout début, je déclarais, dans les années 2003-2004 là, en guidage, j'avais 4 000 balles, tu vois? 4 000-5 000 balles. Putain, je dis: «J'y arriverai pas». Enfin, À heureusement, l'année? À l'année? et je dis bien à l'année, ouais. Parce que Waouh! qu'est-ce que tu fais de janvier, fin janvier à mai? Mmh, Il faut des animations, il y a rien. Si tu as pas de mmh, trésorerie, tu bouffes ta trésorerie parce que tu payes tes charges. mmh mh. Donc là, c'est le moment galère et après, bon, j'ai fait, avec un pote, avec Arnaud Brière qui m'a dit: «Tu Est-ce que ça te dit de pêcher de guide en Irlande?» Ça complétait un peu. Déjà, je remplissais mars, avril avec l'Irlande. Quand j'allais guider au Globe Esox et j'intervenais dans les centres de formation également. Mais guidage pur, honnêtement, je vivais pas quoi, ça allait pas. Je faisais quoi, allez, 12-15 000 balles quoi, dans les OK, meilleurs. Non, ouais, honnêtement, moi mais j'ai rien à cacher. De toute façon, c'est que du cash. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je prouve? Rien. Je peux pas aller plus haut et c'est tout quoi. Et puis après, toute mon aventure se base sur les animations avec les enfants. OK, Pour moi, personnellement. Après, il y en a qui vont pêcher en mer, guide de pêche en mer, on peut en vivre. À la truite aussi, à la truite aussi.
attention, c'est qu'à la truite, certains, vont pouvoir, développer, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images parce qu'ils font plein de micro-sessions qu'ils enchaînent, que là, quand tu as quelqu'un la journée, tu as quelqu'un la journée. OK. Si c'est un compte, tu te le supportes toute la journée. Vous êtes encore trop nombreux à pas être abonnés et c'est super important pour moi. Alors je vous laisse 2 petites minutes pour aller cliquer juste en bas sur s'abonner et sur la petite cloche. Si, si, vas-y, je patiente. Allez, c'est reparti. Si c'est un bon non mais mais c'est vrai, mais c'est vrai et j'en ai eu. Je suis Donc d'accord, c'est ce qui m'a fait peur sur le guidage. Enfin, un des sujets qui m'a fait peur, ouais. et puis OK. tu peux perdre patience. Tu peux perdre patience Ah parce ouais, à ce que point-là? ouais, ouais, ça peut arriver. Enfin moi, j'ai jamais perdu patience, mais si, une fois. Si, 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 au tout début. J'ai Il est refilé plus là pour en parler. j'ai refilé il est peut-être plus là pour en parler lui non plus, mais j'ai refilé mon blé au gars et je lui ai dit, «Bonne journée» parce qu'il m'a OK, ça s'est très mal passé dès le début. d'accord. OK. OK, OK et très bien. Tu disais aussi que tu gagnes ta vie, avec d'autres choses, d'autres à côté. Est-ce que tu sous-entends, les animations qu'on te voit faire, je sais pas, sur YouTube, dans les salons et cetera? Ouais. Alors ça, c'est une partie maintenant, c'est un métier carrément. Pour moi, OK, c'est devenu un job à part entière. d'accord. Il va être animation salon, compétition de pêche et cetera, les studios et là-dessus, je remercie, quelqu'un qui s'appelle Patrick Martinez, Ouais. qui, qui avait créé, Fishing TV Mmh. avec, Pixel, à Vannes, Pixel Hypermedia. Ils avaient créé Fishing TV, puis moi j'animais sur les salons pour les différentes marques et cetera et puis un jour, ils sont passés, puis il fait, «Toi, faut que tu sois avec nous». Alors bon, je suis allé, bosser un peu avec, Pixel et c'est comme ça, on m'a connu de plus en plus sur les salons. Mais Patrick, il m'a formé à ce job, il m'a formé, sur, enfin, il m'a guidé, voilà. Il m'a OK. formé plus ou moins, mais il m'a guidé qu'il fallait que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Parce que moi, je pars dans tous les sens, donc ah ouais, non, mais moi, je suis pas maîtrisable, donc donc je le sais, je le sais, c'est comme ça et je pars un peu en vrille dans tous les sens. Donc si j'ai pas un fil conducteur, il faut que je me crée comme par exemple, si je fais un salon ou une compète, il faut que je travaille avant, que je crée un fil conducteur, que je OK, l'écrive, que je le note, sinon je pars en couille. C'est OK et c'est justement, tiens, je suis assez curieux, c'est quoi un fil conducteur d'une compète? une trame, c'est-à-dire que, bah, je vais essayer de mémoriser le maximum, de noms des OK, compétiteurs. Bon, j'en connais déjà beaucoup, ça merci, des années d'expérience et je me crée un fil conducteur avec des questions à poser, avec, enfin, comme toi, tu as devant toi, tu t'es créé avec Fred Briou, je vais poser telle question, telle question, telle question, bah, je fais un peu la même chose. Je me crée une trame, d'interview, ou de questions-réponses rapides sur la pêche, sur la technique, sur, et puis des temps de pause avec, enfin, je suis obligé de me créer ça parce que sinon OK. je vais partir, je vais faire c'est pas, comment on dit, c'est de l'art ou, c'est de l'improvisation, c'est facile. Bah, quand tu fais que de l'impro, tu te gaufres. Ah bah, tu en as qui sont très bons, mais il faut vraiment être bon. Ouais, voilà. Mais c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. C'était pas une pique, hein, attention. Non, 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 C'est pas du tout, puis je le prends bien. OK et tu peux nous expliquer, ça en fait, je sais pas combien tu en fais? Parce que tu dis les salons, mais, il y en a pas 12 000 des salons, tu Alors, dis que c'est ça qui te permet de gagner ta vie, entre autres, moi je suis assez halluciné de découvrir ça. en plus Du des coup guidages, hein, mais ouais, je répète que le dans mon chiffre d'affaires, les animations enfants, c'est la priorité, c'est la base. OK et ça tu le mets en dehors du guidage? Ouais, je OK, crée les guidages bateau, flotte tube, wedding, enfin guidage, animation enfant, OK, c'est découverte, pêche découverte et support avec un support environnemental. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on fait une découverte de l'environnement et on pêche après. OK. Et suite à ça, j'ai les salons effectivement où j'interviens, comme là je vais intervenir à Royan, pour, heu, animer, l'ensemble du salon. C'est un micro d'ambiance avec quelques petits ITV de ci de là sur Insta. Nantes par exemple, c'est que de l'ITV, des pastilles vidéo de 2 minutes, max, grand max et puis, des petits reels de 30 secondes, en format 16/9 pour pouvoir, shooter Insta, TikTok et cetera, très vite.
avec les gens, on brief avant, on décolle, mais là, il y a toute une trame effectivement de travail, d'intervieweur, de façon, une approche différente, hein, mais quand Mmh. j'ai commencé sur, au début mes guidages, j'avais, Garbolino, Delalande et Svensensport. Les 3 et Navicom. Les 4 OK. qui m'ont suivi, j'ai toujours avec Christophe Soares de très, très bons rapports et il me suit toujours dans mon activité, hein, sur, sondeur, moteur électrique et là, du coup, il y avait les animations de bassin, il y avait le grand salon de Clermont-Ferrand où on y allait et cetera. Je commençais de développer les cannes chez Garbolino et puis, bah, j'ai animé, les bassins et je sais pas pourquoi, peut-être la façon, l'élocution, la façon dont j'expliquais la nage des leurres, comme s'ils étaient avec moi sur à bord du bateau et les gens se concentraient autour du bassin, j'avais beaucoup de monde et là, du coup, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible de créer quelque chose, dans les salons, d'organiser, de dire, de montrer aux gens, puis merci les réseaux, parce que c'est grâce aux réseaux aussi qu'on a pu développer ce genre de choses. Parce que comme, les façons, les petits Insta, les petites pastilles, c'est Facebook, hein, c'est on envoie, on envoie, on envoie. Les gens revoient, revoient, restream et cetera, donc ils vont scroller, toute la soirée sur différentes étapes du salon et ils vont zapper, zapper jusqu'à temps que ça leur tombe dessus. On voit la gueule de Briou 1 fois, 2 fois, 3 fois et cetera et puis après, j'ai fait du live avec, Pixel, avec, Fishing TV en l'occurrence, sur différents salons, Nantes, Clermont-Ferrand, le Grand Pawok, je fais toujours d'ailleurs Mmh. et là du coup, ça enchaîne quand même pas mal de vues et on travaille avec ça. Mais là, du coup, c'est encore un travail, c'est une trame, il faut trava on peut pas se lancer comme ça et je pense pas que ça soit un métier en part entière pour certains, parce qu'il faut pouvoir le faire, il faut avoir envie de le faire. C'est pas simple de s'exposer, comme ça non plus donc et mais ça m'a été utile au début puisque j'ai eu le retour pour les guidages. Des gens venaient avec OK. moi après pour ça, pour, discuter avec moi et échanger autour de guidage. OK. OK, et du coup, ton chiffre d'affaires est réparti, divisé en 3 quoi? Les jeunes, les guidages et le C'est ça. Avant, il y OK, avait donc même 4, il y avait les formations, pour les guides de pêche où j'intervenais à Côln, mmh. chez Mickaël Le Pourceau là et voilà, il y avait celle-là aussi, ouais. OK, et moi je t'ai découvert aussi avec la création de cannes à l'époque chez Garbolino. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler de ça? Alors au début, il y avait, Garbolino, j'en suis à 10 kilomètres. Enfin, OK. l'usine Garbolino de Sainte-Maure-de-Touraine, je suis à 10 kilomètres de cette usine et quand j'ai commencé l'activité, donc j'ai démarché Delalande qui est à 25 kilomètres de chez moi pour avoir quelques leurres et cetera, essayer d'avoir un sponsoring et m'aider dans la construction du guide de pêche. Mmh. Svensen Sport, qui était à Tours à 30 minutes et Garbolino à 10 minutes et je suis allé voir Garbolino et je me rappelle Franck Courtillier, le directeur à l'époque, m'a dit carrément, «Vous comptez vivre de ce métier?» Je dis: «Mais bien sûr, oui, bien sûr que je compte en vivre, sinon ça sert à rien que je me lance». Et je commande, je lui dis: Je vais vous faire une demande et puis voilà, vous allez me dire, combien ça coûte et cetera. Est-ce que j'aurai une remise? Est-ce que je peux étaler sur l'année? Il me faudrait, 5 cannes comme ça, 3 cannes là, 3 machins». Puis il me dit: «Mais, 3 cannes, si vous voulez être guide, c'est pas 3 qu'il faut, c'est 6». «Ouh là, ouh là!» Je dis: «On va se calmer, hein, parce que je dis: «Ça va être Mmh. compliqué». Donc il m'a proposé, il m'a fait une mise à disposition du matos Mmh. et que je paierai en fin d'année et cetera. Ça c'est bien, on s'est très, très bien entendu. Mise à disposition de l'individu sur les salons pour les animations et cetera. C'est-à-dire que je l'ai OK. accompagné comme ça se fait dans les pro staffeurs Ouais. autour d'aujourd'hui et là, David Dubreuil, se vient, chez Garbolino, développe effectivement toute une série de cannes, des cannes Super les Genesis entre autres, super cannes et cetera. Enfin c'était top. On lui passe le bonjour, hein, il est passé sur l'antenne. Yes, j'ai vu, ouais. Bah, c'est comme ça que
c'est comme alors, en toute honnêteté, c'est comme ça que j'ai découvert ton antenne, hein, Yann, puisque Ah, bah, écoute, parce que merci David, David. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et quand j'ai vu David Dubois, je dis: «J'écoute» parce que lui aussi, il est pas langue de bois. C'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il a à dire comme il a envie de le dire, comme il le pense Ouais, et c'est des gens que j'aime beaucoup, beaucoup. Comme voilà, j'ai vu lui, après j'ai vu David Piron. ouais, 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 j'aime bien aussi et ouais, ça m'a bien plu ça. Ouais, il y c'est en a quelques-uns qui ont pas été langue de bois. ouais, mais c'est voilà, tu es tombé sur les bons, quoi, voilà. Après, ceux qui sont qui veulent pas dire, bah, tu les auras peut-être pas non plus, du coup. Un petit Ouais, ouais, c'est un ouais, peu bah, j'essaye d'en avoir un, mais je sais pas s'il osera. Il a été très il a été très critiqué sur cette antenne, bon. mais on lui passe le bonjour, hein, il est au salon des mers, s'il veut venir, il est le bienvenu, on discutera avec lui sérieusement. Voilà, c'était un aparté. OK, Ouais et puis, du coup, les cannes, ouais, après David est parti de chez, Garbeau, il a arrêté, la signature et Franck Courtillier me dit: «Est-ce que tu voudrais développer, une série de cannes, Garbolino à ton nom?» Oh! Je dis: «Beh, pardi, sûrement, oui». Alors, je commence avec l'ingénieur développement, Jérôme Misseg à l'époque, qui me dit: «On va faire telle canne, telle canne». On commence de concevoir des cannes chez Garbolino parce qu'à l'époque, on pouvait concevoir de A à Z mmh. et je crée des cannes. Alors, pas très sexy à ce moment-là, hein, c'était, bah, ouais, les Aquila, Asio, Falco, là, c'était pas des cannes, super sexe, mais c'était, des cannes qu'envoyaient, quoi, qui du bois. Moi, c'est la Aquila que j'avais, qui Ouais, était voilà. assez robuste, hein, je te disais, j'ai sorti un silo d'1,80 m dans la Seine avec, il y Voilà. a quelques années. Tient la Voilà, route. ça envoyait du bois et carrément, quoi. À part la Falco qui cassait, la casting, elle cassait au ras de la poignée. Bon, il y a un défaut, voilà, quand tu lances ta série, ça arrive et puis, mais je me régalais avec ces cannes et puis après, c'est là où je pêchais plus ou moins en casting. J'avais commencé, je pêchais avec une Compré Shimano et un Abu Garcia que tu appuyais, clac, le gros déclencheur sur le côté. Oh là là! J'étais pas très sport en casting et je découvrais le casting et du coup, je me suis lancé et j'ai conçu des cannes casting à l'époque, qui, me plaisaient, ça marchait bien. J'avais mis des Revo dessus à l'époque, les Mmh. premiers Revo, je m'en rappelle tout le temps, ouais et on démarrait comme ça. J'ai même commencé de guider, je me suis perfectionné dans le casting et même je me suis même amusé, je ne pêchais plus que comme ça. On lâche le mormanier, on lâche, les cannes de 2,50 m fibres et cetera, là, hyper lourde, avec les anciennes Dracovic entre autres. Mmh. C'était des cannes performantes pour l'époque. J'ai eu aussi, j'ai eu. Oui, mais ouais, on pêchait avec la Daiwa là, la Shogun, ah, machin. Ah, la Shogun, ouais, Waouh, je ouais, l'ai pas ouais, eu celle-ci, je regrette. ah et là, il y avait des armes, hein. Je te dis que ça envoyait, Ouais, ouais, ouais. ça envoyait. Alors bon, on avait aussi, la possibilité, c'était encore le moment où il y avait beaucoup, beaucoup de cendres et le brochet apparaissait doucement, enfin par chez moi, hein. Je parle de là, de ce que je connais, là où je bosse quoi, là, autour de mon domicile. Le brochet apparaissait, on avait beaucoup de cendres, beaucoup de perches et puis il y a eu un barrage qui a été rasé donc ce barrage a disparu et puis derrière, on a pu, concevoir, la pêche différemment. Beaucoup de gens ont déserté parce que les locaux ont dit: «Bah, il y a plus de barrage, donc il y aura plus de poissons, les poissons s'en vont». Enfin, c'était une illogique pour eux. Quand on change d'habitude à des pêcheurs locaux et d'un certain âge, bon, ça va plus. Et moi, j'ai développé du coup un peu sur le brochet qui commençait de prendre une part, assez importante et je me faisais beaucoup, beaucoup plaisir au brochet en casting. Et du coup, ça a bien marché, ça a matché. On a développé ces cannes et puis après, les commerciaux ont dit: «Beh, c'est bien, mais il va falloir mettre un peu de fun dans les cannes, un peu de couleur, un peu de trucs, machin et cetera». Oh ouais, bon OK, si vous et là, on a commencé de sortir, bah, les cannes pour, Kent et Barbie, quoi, donc là, ça m'a fait moins rire. J'ai ouais, non, j'étais content au début, les vertes fluo, les oranges fluo, machin, Ah, ah je me ouais. souviens de ça, ouais. Là, moi, j'étais un petit peu moins fan, mais bon, c'est faut que tu vogues, comme ils te disent, puisque c'est comme ça, tu vas gagner des sous. J'avais un pourcentage sur ma signature, je me rappelle plus Tu combien. avais ah, ça, c'est intéressant. Tu avais Oui, un pourcentage qui représentait quoi sur chaque canne? bah, justement, c'est la colle, je sais plus, c'est trois, On quatre, est de là, trois, trois quatre. quatre pour cent. Ouais, OK. ouais, je crois que c'est ça, dans l'ordre, c'était ça. Il y a des années, je me faisais 2 500 balles ou 3 000 balles, tu vois, OK. sur les royalties, donc c'était intéressant. La plus forte des années, ça a été un billet de 5 000, je crois, donc OK. c'était hyper intéressant du coup et effectivement, bah, j'avais confiance après dans ce qu'il me disait, mais
puis ça correspondait plus vraiment au cahier des charges parce que la 5-10 grammes passait à 10-20 grammes et cetera parce qu'ils mettaient: «Oh!» parce que ça, c'est ce qui se vend le plus et cetera. Ah là, je rigolais un peu moins quand même et ça allait moins bien et puis après bon, on a voulu revenir un peu en arrière mais Garbo, ça s'est arrêté OK. donc mais j'avais à côté Svensen Sport et j'ai continué avec, Svensen Sport. J'étais un des ouais, peut-être le premier en eau douce. Ouais, OK. ouais, le premier sponsor en eau douce, ouais. OK. En revanche, je peux avoir le mérite, même moi il est là, s'il est là, d'avoir fait nager le premier foreplay en France. Enfin, Mmh. ça oui, ça je m'en rappellerai tout le temps, hein. C'est Je vais être désagréable, ça va faire rire du mal. La copie de l'Axel Jerk finalement. ouais, bah, de toute façon, ils étaient plusieurs à vouloir l'acheter, hein. Et en fin de compte, c'est François Grandidier qui est revenu avec. Il y avait même à l'époque Christophe de Courty qui se trouvait de chez Elex, qui se trouvait avec François. Il disait: «Ah ça, on aurait peut-être dû faire, hein, on aurait peut-être dû prendre et tout» et je me rappelle, on était à un salon à La Roche-sur-Foron où on animait et tout est parti, le peu qu'il avait ramené, tout est parti, dans la matinée. Les Tu Suisses m'étonnes. les Suisses avaient pris ça, à bras-le-cœur là-bas à La Roche-sur-Foron, pour pêcher à la traîne et tout. Enfin, c'était OK. le délire. OK. OK, OK. Tu as eu d'autres collaborations comme ça où tu as mis un peu ta main à la pâte sur le produit? Non, c'est le seul endroit, où, la seule fois où j'ai pu, développer quelque chose, c'était là et puis après, mais plus envie. Tu aurais pas eu envie, par exemple, tu vois, avec de la lande, de faire des leurres, Non, non. OK. Le leurre doit prendre les poissons. La canne, non. Donc si tu te trompes sur le leurre, tu es mort. La canne, tu peux te tromper. Bon, si elle casse, oui, mais si, même si l'action, machin, va toujours correspondre à une forme de clientèle. Donc pour pas prendre de risques à ce moment-là, moi je démarrais, hein, progressivement. Pas de risque, les leurres, vaut mieux les essayer, faire des petits articles sur les leurres et cetera. D'ailleurs, j'avais écrit dans les premiers Predator, hein, le premier Mmh. Predator, j'avais dû faire un article sur les leurres les top water, voilà, sur les top water avec Noma et cetera, oui, je me souviens. OK. Où j'ai écrit deux-trois bricoles, de ci de là, ouais, ouais. J'ai gribouillé dans quelques magazines, ouais. OK. J'ai vu que tu avais, aussi, tu l'as évoqué à demi-mot, mais je crois guidé en Irlande? Ouais, avec Arnaud, ouais. Tu l'as dit. Est-ce que, c'est quelque chose de différent de la France? Comment ça se passe? Ouais, c'est différent, complètement. C'est, par le paysage déjà. C'est, le paysage des lumières pour moi, c'est magique. C'est tellement bon, tellement beau, toutes ces lumières, ce ciel, ces paysages, l'île verte, elle est magnifique. Déjà, j'avais ça. Au départ, OK. avant de parler de pêche, j'avais ça déjà. En moi, j'avais envie de découvrir ce fichu cette verdure, ces roseaux, ces roselières, et cetera. J'ai envie de voir ça. Et quand Arnaud, est venu me voir à Clermont en me disant, «Ça t'intéresserait de guider en Irlande?» Bah, j'y devine, ah ouais. Bon, il dit: «Écoute, dans 15 jours, tu viens». Hop là, j'ai dit: «Attends, calme-toi là». Parce qu'Arnaud, tu sais, Arnaud, c'est un super pote, mais c'est un homme qui est speed, qui en affaires ne laisse pas traîner les ça envoie, ça balaye. Et bah, j'ai dit: «Oui». Allez, 15 jours après, il dit: «Je vais faire l'ouverture du club, tu viens avec moi?» Et donc je suis allé là-bas et j'ai découvert le guidage irlandais avec lui. Il me dit: «Bah, si ça te plaît, écoute, tu reviens là, au début, à l'ouverture, dans 15 jours, 3 semaines». On a ouvert le camp tous les 2, on s'est baladés, j'ai découvert la pêche, en Irlande, les différents sites, que le club proposait à l'époque, parce que ça s'est étoffé au fil des années, bien entendu, hein. Et bah, je m'y plaisais, c'était un truc sympa. Les gens qui venaient, c'était de tous bords. On est tous en slip, c'est-à-dire qu'on est tous pareils. On se ressemble tous, que tu sois le chef d'entreprise, que tu sois le notaire, que tu sois l'ouvrier au bout de la chaîne de chez, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'usines, ça se gâte, de chez Peugeot ou ce que tu veux. On était tous au même point, tous. C'était géant, magnifique, l'ambiance à table, magnifique. J'adorais ce genre de contexte et le poisson était bien présent également. Au fil des années, ça devient un peu plus difficile, effectivement, puisqu'on est chauffé par tous les réseaux, et cetera. On ne se rendait pas compte à l'époque. On commençait avec le premier réseau Facebook et puis on faisait quelques photos, mais on retrouvait des mecs qui venaient sur les sites.
suite aux Mmh. photos parce que par exemple, le Shannon est balisé avec des numéros, tu sais? Il y a des chiffres à chaque balise et les mecs, ils repéraient les chiffres, ils repéraient tout. Enfin, c'était le délire, quoi. C'était bon, hop, on a commencé de chanter un peu ça, mais ça a été, le poisson est présent. Déjà, il y a moins d'espèces qu'en France, donc ce qui est plus simple et on se régale. On a des techniques de pêche qui sont complètement différentes. On aborde, puis tout est pêchable, mais tout ne se pêche pas et ça, C'est-à-dire? et ben, quand tu arrives sur un lac, tu vas là-bas pour pêcher, tu ne connais absolument pas. Il y a des loueurs de bateaux, tu loues un bateau, tu loues pas un guide, tu loues un bateau, tu vas te promener sur le lac, tel ou tel lac ou par exemple, nous, on était sur Carrick-on-Shannon où il y a le Shannon qui passe et puis il y a des réseaux de lacs tout le tour et tu abordes un lac, tu loues un bateau, tu loues un lac et tu as envie de pêcher partout, tout. Si tu es français, tout se ressemble. Tu as envie de pêcher les roselières. Si tu as un petit sondeur, à l'époque, il y avait le petit sondeur, on cherchait les profondeurs, les cassures, les fosses et tout, ou alors il fallait lire le fleuve pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Chose à laquelle j'aime bien, je m'y habitue parce que je suis un pêcheur de rivière ou de fleuve, avec des basses eaux, hein, beaucoup en shallow. Donc là-bas, c'était un peu ça. Le Shannon, je m'y retrouvais complètement. C'est quelque chose et puis pour connaître les postes, les anciens, Yvon Thiers et puis, il y avait Ivan Dracovic aussi à l'époque, on tu pêches à la traîne. Quand tu fais un poisson, tu fais demi-tour. Si tu en reprends un autre au même endroit, tu pêches plus du tout, c'est un poste. Ça, alors ça, j'ai un souvenir de ça, c'était fabuleux. C'était géant, ouais, ouais et effectivement et Arnaud m'avait donné des indications, là, tu vas commencer là, tu vas là, tu vas là. Lui, il connaissait, il était déjà allé quelques années auparavant, il avait racheté le club. Et il y avait Pagnou à l'époque, Philippe Pagnou qui lui, oui Pagnou, Philippe, je crois bien, c'est Philippe, qui était de Touraine aussi, mais c'était un pêcheur hors pair, hors norme, un fabuleux pêcheur, mais pas un gestionnaire et bah, oui, après il s'installe à son compte en Espagne avec les basse-bottes et tout, mais bon, tout est parti en déconfiture. Mais il est toujours de ce monde et je crois qu'il est dans la location de voitures et si OK. il a l'occasion de regarder les pêcheurs, je lui fais un coucou parce que là, il y a un putain de pêcheur, hein. Là, c'est Ouais. ouais, 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 franchement, c'est le gars qui te mettait un crank ou un truc qui t'expliquait très bien d'ailleurs comment pêcher et c'était comme ça et l'Irlande, bah, on a eu de plus en plus de clients. Arnaud, faisait en sorte que ça se développe de plus en plus. On a fait venir des guides, heu, donc dont Aurélien Lagarros qui vient de racheter le club, qui est là OK. qui est là-bas maintenant. On a eu, il y a eu plusieurs guides et puis on se répartissait, 4 individus par guide et cetera et on se répartissait sur les différentes zones. On découvrait, on explorait, on écartait progressivement, les postes, on s'éloignait un peu plus du site de base et on a adoré et les échanges ont fait qu'on a construit nos postes, et les gens adoraient. Mais en revanche, encore une fois, il y en a qui sont venus, qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont passé une semaine pourrie. Si tu tombes sur une semaine de crue ou une semaine juste de frais ou je sais pas, où ça marche pas, bah, tu te gaufres et puis c'est: «Ah oui, ah bah, c'est une légende, les autres ils font du poisson, nous quand on vient on fait rien». Mais combien de fois tu vas entendre ça? C'est en Espagne, c'est, partout parce qu'il y a une semaine où le temps ou je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, surtout dans les pressions atmo souvent et là, tu tombes sur une semaine de merde et qu'est-ce que tu veux y faire? Et tu peux aller à Madagascar, tu auras peut-être la même. Et d'ailleurs, en tant que guide, tu parles de pression. Est-ce qu'il y a des facteurs que tu regardes avant un guidage qui vont peut-être t'aiguiller sur un spot ou sur une technique, te dire: «Bah, là, le carnat, aujourd'hui, c'est mort, on va faire autre chose»? Ouais. Alors il y a des choses que je m'explique toujours pas, qui sont fabuleuses. Par exemple, chez moi, je sais que le matin, s'il y a ça, je dis aux gens et on peut rentrer. S'il me C'est dit quoi? alors c'est des cheminées de brume sur la rivière, des cheminées, des ronds, mais partout sur la rivière et quand il y a ça le matin, c'est au lever du jour, je sais pas ce qui se passe. Il y a une différence de température. La brume uniforme, c'est pas gênant, mais ces cheminées là, ces colonnes de brume, c'est photographiquement parlant idéal, c'est magnifique, mais tu ne te fais pas un fiche. Putain, c'est un truc de fou. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas et à chaque fois qu'il y a ça et des fois les gens disent: «Oh bah, tu as peut-être raison, du coup on va t'écouter, on reviendra une autre fois». S'ils sont de très loin, c'est compliqué. S'ils sont du secteur ou extra-locaux, qu'ils ont 1 heure de route ou 1 heure et demie de route, ça va. Donc je les ramène et là j'y vais et je vais pêcher tout seul et je ne sais Mmh. pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne fais pas de poisson. Ça, c'est une OK. des phases et puis la phase intéressante, c'est quand les castors vont travailler, on traversait avec une branche de saule, souvent et la laisse sur un secteur et là, elle est fraîche arrivée et crois-moi, ça, c'est un putain, ça sent bon ça. Parce que là, du coup, bah, il y a plein de larves, il y a plein de bestioles qui sont descendues, tout le poisson blanc vient, raffole, pique là-dedans dans tous les sens. Ça crée un brouhaha dans l'eau, des perturbations, beaucoup d'ondes et puis tu as toujours soit des perches ou un brochet d'arriver derrière et cetera. Enfin, il y a toujours un cadenas derrière et souvent OK. je fais le sketch aux gens et il y en a qui me prennent pour un barré, quoi. Je vis pas dans le même pays qu'eux, mais souvent j'arrive, je mets le moteur électrique, je coupe le moteur thermique et puis je fais: «Attention, cherchons les indices de maître Castor». Alors les mecs, ils me prennent pour un allumé du bulbe, quoi et je leur dis: «Regardez, il y a une branche là et est-ce que ça vous parle? Ce sont des indices que maître Castor a laissés. On va essayer de pêcher». Le mec il dit: «Ben, on est venu pêcher là, on n'est pas venu pour, un cours, je dis: «C'est pas grave». Je dis: «Tu as le droit de pas m'écouter, mais si tu m'écoutes, tu vas voir que peut-être ça peut fonctionner». Alors ça reste dans la mémoire de plein. Il y en a plein qui se foutent de ma gueule avec ça, mais moi je m'en fous Mmh. complètement parce que ça fonctionne. C'est, une vision des choses différente. On s'aperçoit que la nature a apporté quelque chose à cet endroit et on va en faire, on va bénéficier de ça justement. OK. Il y a d'autres facteurs que tu regardes? Les hirondelles de rivage aussi, chez moi beaucoup. Les hirondelles de rivage, quand elles claquent sur l'eau, en général, c'est un endroit, c'est un radier, il y a beaucoup d'éclosions aquatiques parce que quand j'étais enfant, je disais: «Ah bah, dis donc, elles vont boire, elles vont boire». Non, elles boivent pas. En fin de compte, les hirondelles de rivage, elles bouffent, les insectes, au moment où ils sont plus riches en protéines. Ils partent dessous le caillou, ils montent vers la surface et en émergence, c'est tout le poisson blanc qui s'affole. C'est des fois, 1/2 heure, c'est pendant une demi heure, le matin et des fois un quart d'heure, 20 minutes le soir et on profite de cette chaîne alimentaire qui se met en route, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'émergence et puis arrivé à la surface, le poisson, c'est là où il est l'insecte, c'est là où il est le plus riche en protéines, les éphémères décollent et là, les hirondelles, bam, 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 elles les mitraillent à fond le plein, quoi, elles bouffent, c'est hyper riche en protéines et là, les poissons carnassiers sont effectivement c'est le début de la chaîne alimentaire, en fin de compte. Les poissons blancs s'affolent dans tous les sens, mangent l'émergence et derrière, et ben, on a les carnassiers qui se mettent en activité également et j'ai une OK. mini vidéo de ça avec des gens de Laval, s'ils se reconnaissent, Ronan et son papa. J'ai fait la vidéo et ils sont pendus en même temps au brochet, 2 fois. Le Je dis: «Regardez la chasse», il y avait un temps un peu pourri, je dis: «Regardez la chasse d'hirondelles, on y va» et ils font 2 poissons, on les remet, ils refont 2 poissons. C'est extraordinaire, c'est juste magnifique, quoi. Contrairement à une chasse de ça coupe encore, tu vois? Je t'ai perdu, Fred. Contrairement à une chasse de Ouais, ça a coupé. ouais, je viens de le voir à l'instant, mais bon. Contrairement à une chasse de cormoran où je me tiens, où j'ai fait partir. Mais les hirondelles de rivage, c'est juste fabuleux. C'est un indicateur aussi de pêche, ça et puis il y a tellement, tellement de choses. Les hérons aussi, bon, quoique maintenant, avec les Jussy, il y a tellement de grenouilles que quand ils sont au bord, ils bouffent pas que du poisson. Mais, c'est aussi des indicateurs, tout ce qui va être oiseaux, et puis le matin, quand, ça se déclenche, voilà. C'est-à-dire qu'on part, s'il y a pas un bruit, c'est calme, bah, là, c'est compliqué et dès que tous les oiseaux se mettent en route et voilà, ils se mettent à chanter et cetera. Il y a le début de la chaîne alimentaire également. Les insectes, faunistiques, enfin de la ripisylve, des bords commencent de décoller de droite et de gauche. Les oiseaux les mangent, ça chante, c'est énorme et là, du coup, c'est le début de la chaîne alimentaire également. C'est le début de la journée et on attaque. OK. OK, OK. Avant de parler un peu de technique de pêche, tout ça là, je t'ai senti assez, attaché à tout ce qui est, milieu aquatique, nature. Ça revient pas mal, on en avait parlé même un peu avant. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a une importance dans ton quotidien de guide de pêche et cetera? Ouais. Alors je sais pas comment tu considères quand tu t'occupes des jeunes, mais pareil, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu as vu des évolutions, toi qui pêches depuis un moment? Mmh. Oui. Alors, il y a des belles évolutions et il y a des vilaines évolutions. C'est pas beau du tout. En fin de compte, On prend les 2. on va garder des mots propres pour, dire des choses sales. C'est-à-dire que OK. bon, la Jussie est arrivée, il y a quelques années. Quand elle est arrivée, il y a 2 ans, on a dit, moi j'ai dit: «Attention», il y a 23-24 ans ici, ouais, à peu près, ouais. Je dis: «Attention, Jussie». «Oui, beh, alors?» «Bah, alors, ça va impacter le milieu, considérablement». «Bon, c'est pas grave, on verra». Aujourd'hui, on voit.
Aujourd'hui, on voit, on a moins d'eau parce que la Jussie a endigué les 2 rives. On a des fois des 15-20 mètres de Jussie, voilà, sur les rives et puis, bah, elle a consolidé les rives, hein, elle a endigué les rives et là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. En revanche, catastrophe, oui et non. On a une eau qui est devenue translucide au fil des années. C'est comme, tu vois ma bouteille d'eau là, ben voilà, l'eau elle est comme ça quelquefois, translucide, tu vois? Dans 4 mètres d'eau. S'il y a pas les Jussis, il y aura pas de poissons parce que les Jussis se mettent dedans. Fraîcheur, toute l'alimentation est dedans, les écrevisses sont dedans, les petites larves aquatiques sont dedans, ça leur permet de se garer et cetera. Et une eau devenue translucide depuis 2003, les premières années, 2002-2003, voilà, la corbicule est arrivée, on a des tonnes et des tonnes de corbicules, hein. Quand on sait qu'une seule, corbicule adulte filtre entre 6 et 8 litres d'eau au jour, c'est énorme. Donc Mmh. ce sont des facteurs, indépendants, de notre, pays, hein et c'est arrivé comme ça. Je parle pas des renouées du Japon qui sont sur le bord où on a plus qu'elles qui poussent et puis tout ce qu'il y a autour, ça crève. On a toutes les plantes, autochtones, disparaissent, enfin les locales disparaissent et les autochtones arrivent justement. Tu sais que la renouée du Japon, moi je suis assez passionné de jardinage, permaculture et cetera et en fait, c'est une plante bio-indicatrice de pollution. Je sais plus te dire laquelle, mais quand tu la trouves au bord de l'eau, en fait, c'est qu'il y a une grosse pollution à cet endroit-là. Faudrait que je retrouve Mmh. sur quel sujet, Alors mais tu as raison. voilà. Tu as complètement raison, mais tu sais pourquoi? Elle a pris la place de l'ortie, parce que l'ortie est capable justement de dépolluer et l'ortie, lui, il est de chez nous et quand tu as des orties qui montent jusqu'à 2 mètres de haut, c'est qu'ils dépolluent. Ils enlèvent l'azote, ils enlèvent la totalité des saletés qui peuvent traîner partout et partout où tu as, cette renouée, il y avait des orties auparavant et on prend la place justement. C'est-à-dire que à la place des orties, c'est la renouée qui arrive dans des endroits et Mmh. quand elle est implantée, elle est implantée. Il y a rien d'autre d'elle qui va être là, hein. Elle va prendre la place, elle va coloniser progressivement. Bah, elle partira pas tant qu'il y a cette pollution, en fait. Elle partira plus parce qu'elle va progresser. Les rhizomes vont progresser, va se développer. Elle a un pouvoir, assez important d'ailleurs comme les saules pleureurs qui, par marcottage, vont pousser et se développer. Ça, c'est très, très important aussi. C'est une essence importante sur nous, surtout chez nous, enfin en Touraine où c'est très calcicole, donc ça se développe énormément et très calcaire, voilà, calcicole, ça parle peut-être pas à tout le monde et la renouée du Japon aime, effectivement, tous les sols qui sont assez fertilisés, on va dire quelque part, où il y a suffisamment d'éléments pour la nourrir. Mais avant, c'était des orties. Quand ici, il y a des orties sur les rives et qui sont plus hauts, ça dépollue, ça filtre l'eau, ça nettoie, ça filtre tout et vraiment, c'est un dépollueur de première catégorie et quand il y a ça, c'est juste terrible, quoi. OK. Je suis pas fan, de la renouée du Japon, je te le dis tout de suite. Après, pas trop, non. Dans les algues aquatiques, c'est pareil, on commence à avoir une diversification qui n'est pas spécialement la bonne. On a, des algues monocellulaires qui se mettent sur le fond grâce à l'eau enfin à cause ou grâce à l'eau translucide. L'effet photosynthèse fonctionne, cette algue monocellulaire compacte le fond. Nous, c'est très sableux. Je suis en basse vallée. La basse vallée, c'est une vallée alluvionnaire, hein, bien entendu, avec beaucoup de sable et le sable coule avec les courants, mais de moins en moins ça se fait de moins en moins puisque le sable devient compact à cause de cette algue monocellulaire. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait des tas de sable, je tapais dedans avec le bateau et il passait de chaque côté, le sable passait et je pouvais monter. Aujourd'hui, le sable, tu peux monter dessus, il est compact, sauf le sable de l'année. Sur la Loire, la Vienne, et cetera, le sable de l'année, les culs de grève qu'on appelle tout au bout, si tu vas dessus, tu pars, adieu, on te dit au revoir à jamais, quoi. Tu pas eu le temps de commander ton cercueil que déjà tu es dedans. Donc, là, c'est tous les culs de grève, le sable s'est accumulé au fil des crues de l'année. Mmh. Ça va. Mais partout ailleurs, comme là, la Vienne, la Vienne sur le département d'Indre-et-Loire, c'est 55 kilomètres, 1,50 m de moyenne de profondeur et 150 mètres de large en moyenne. Donc, il y a très peu de courant par moment. On a de moins en moins de débit l'été. On a de plus en plus, de cyanobactéries à cause justement de ce manque de débit. On a augmenté de 2 degrés en 20 ans de température d'eau, en moyenne. C'est très important. Quand j'entends les scientifiques: «Ah, tu exagères, c'est 1,8». Oui, bon, j'arrondis.
Ouais, les impôts, ils arrondissent toujours, un peu au-dessus, mais c'est la même chose. Et là, du coup, on a on a un sable qui est compact, qui ne s'en va plus et sur les côtés, on a de la Jussie qui endigue et là, du coup, on a de moins en moins d'eau, de moins en moins d'espace d'eau. Comment le volume d'eau pourrait être reconquéri? Je ne sais pas. Je peux construire avec des gens, des scientifiques et cetera quelque chose, mais pour l'instant, on n'écoute pas. C'est qu'un constat, d'un simple pêcheur qui fait qu'on va pas l'écouter à 100. Aujourd'hui, les cyanobactéries, la benthique en l'occurrence, j'ai des photos où par exemple, la Vienne est prise intégralement de cyanobenthique. À la surface, là, c'est de cyano, ces plaques qui se décollent dans la journée. Dès qu'elles arrivent à maturité, pop, c'est des poules, Mmh. ça monte à la surface. Elle Quand il fait devient chaud là. voilà et elle devient un bah, tu sais, ici, l'eau, elle monte à 27-28 degrés en surface, hein. Ah ouais. Sur la Vienne, ouais, c'est ça, ouais. La Loire, un peu moins, mais c'est kiff kiff, quoi et du coup, cette cyano est nocive. Nocive pour les animaux, nocive pour nous, nocive pour le milieu aquatique. Là, j'ai fait constater à plusieurs locaux, des agriculteurs locaux, j'aurais fait constater des choses qu'ils n'avaient pas remarquées et qui m'ont dit: «Ah ouais? Ah c'est vrai, tu as raison, pas de libellules». Bah, cette année, les libellules a monté dans la Jussie, mais comme c'est le sable a compacté les cailloux et cetera des endroits, il y a plus de libellules à ces endroits-là. Il y en avait quelques-unes. Là, on en a quelques-unes qui sont venues là, mais bon, le gel arrive, crac, c'est la fin, entre autres et les grenouilles, terminé aussi. Cette année, ça a été un gros casse-tête. Elles ont reproduit à 2 fois, mais c'était lamentable. On n'entendait plus, c'était catastrophique, hein, franchement, hein, cyanobenthique et moi, ça me rend malade en plus. J'ai les yeux marrons, alors on va dire: «Ouais, ça, c'était la picole». Non, c'est pas la picole. C'est c'est le gaz dégagé par la cyanobenthique. OK. Quand elle arrive à maturité, elle est verte fluo, de verte fluo, elle va passer mauve et là, elle va exploser, elle dégage un gaz qui est très nocif. Alors il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, hein. Ça va te faire gerber, tu vas peut-être avoir la diarrhée et cetera. Il y a les chiens en crève ici, il y a tous les ans, il y a des chiens qui Ah meurent ouais. et à force de gueuler, bon, j'ai été un lanceur d'alerte et il faut que j'arrête parce que je suis menacé. On m'a dit: «Monsieur Briou, ne faites pas de remous, vous en mordriez les doigts». Ben je dis: «Attendez, il en va de la santé publique avant, Et pourquoi de». on te menace? Qu'est-ce que ça dérange? Parce que c'est parce que ça vient des agriculteurs et qu'il faut pas y toucher? Non, alors justement l'agriculteur, s'inquiète. C'est, non, 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 non. Ce sont les instances préfectorales ou autres qui, bah, tu te rends compte toi? Eh oh, plus de kayak. C'est quoi le Mmh. loisir tout le tourisme économique, le tissu du tourisme économique local repose sur la Loire, entre autres, sur la Vienne, sur ce sont des poumons, en fin de compte, ces rivières, ce fleuve, ces rivières, ce sont les poumons de la Touraine et si on dit aux gens: «Attention, faut plus y aller», heu, le tourisme économique local estival, zéro. Et là, il reste plus que les châteaux, mais bon, ça devient compliqué et il faut pas trop en parler et il y a une journaliste qui m'a dit: «De toute façon, j'ai eu plusieurs maladies dans ma vie, graves et cetera, c'est pas une de plus». Elle dit: «J'ai écrit l'article et cetera». L'article n'est jamais apparu. Il n'est jamais sorti à propos des cyanos et Et là toi, on te menace? ah oui, 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 bah, oui, là, il y a eu un il y a enfin, j'ai pas été menacé parce qu'on m'a dit: «Tais-toi, enfin, la menace entre guillemets, c'est moi qui dis que c'est une menace, puisqu'on m'a dit: «Mais on ne vous menace pas, mais taisez-vous». Voilà. On dirait la mafia. Ouais, c'était ça. «T'inquiète, on va pas te tuer, mais tais-toi quand même». Ouais, D'accord. comme là, départementalement parlant aussi, parce que quand j'ai dit, bah, va peut-être falloir s'intéresser à des morceaux de Jussie et puis au cyano. Ouais, mais tu sais, Frédéric, vaudrait mieux qu'on s'occupe plus de la déviation. On parlera de nous politiquement bien ou mal, mais on parlera de nous longtemps que ta cyano, elle va passer. Et je dis effectivement, l'eau, c'est la chasse d'eau, quoi. Pour envoyer ta merde, tu tires la chasse d'eau, ça s'en va. Et ben là, c'est la même chose pour envoyer les merdes et tout s'en va en mer, et cetera. Et aujourd'hui, on veut avoir la politique agricole de l'an 2000 avec, ils veulent revenir au néolithique avec la rivière ou le fleuve. Je suis désolé, il va falloir aider la rivière ou le fleuve à gérer cette pollution, à gérer tout ce qui lui arrive dans la tronche là, par biais Et de ce serait pas le alors, je voudrais pas, me faire des copains à la fédé parce que j'en ai des a priori déjà 2 ou 3, mais c'est pas le rôle de la fédé de la gestion de l'eau? non, il y a ici, on est géré par le bassin Loire-Bretagne.
La gestion des eaux ici, c'est il y a un bassin, il y a une politique de bassin et cetera et je me suis même pris la tête un peu avec, certains et c'est parce que je suis pas, moi j'y vais cash aussi et quand on me dit: «Il y a plus de lamproies», bah, je dis: «Les lamproies, attendez, elles arrivent plus à se reposer». «Oui, mais les silures, ils bouffent tout». Je dis: «Les silures, c'est en plus». J'ai arrêté. J'ai regardé le milieu d'abord avant de dire le silure, le cormoran, le machin, parce que ça tout ça, c'est arrivé à cause peut-être du milieu ou de la façon dont on procède, on organise le schéma agricole, c'est Bah, le cormoran, c'est clair, il est arrivé parce que enfin, j'ai regardé un peu quand même l'historique de cet animal. Le cormoran, en fait, c'est un oiseau marin qui trouve plus à bouffer et qui a trouvé de la facilité à venir se poser dans les rivières. c'est ça, exactement, exactement. Il a remonté, progressivement les bassins puisque, bah, effectivement, on chalute, on nettoie les bords de mer, on nettoie. On pêche beaucoup les bords de mer et puis, C'est gentil. Je peux te faire voir si tu veux par ma fenêtre, tu vas voir ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est du nettoyage. Le ouais, sable est propre et tout maintenant. voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est exactement ça. Ah mais je te le dis, je vais plonger, donc je sais à quoi ça ressemble au fond. Bon, voilà. C'est du sable de plage. Voilà. Tu sais, il y a quelques années, j'allais pêcher avec, Ange Porteux à Pinmar Mmh. et sur les rochers. Bon, il me grille à chaque fois, il avait beau avoir, un certain âge, il avait 94 ans et moi, bien sûr, beaucoup moins. J'avais du mal à le suivre sur ces cailloux à Pinmar en bas de chez lui, là. Et Mmh. il pêchait, il dit: il y a plus rien à faire». Il dit: «Ils ont tout pris, ils ont tout gratté les cailloux, il y a plus rien». Voilà. Il dit: «Il faut prendre le bateau, les copains, pour aller pêcher plus loin, et pêcher 2 bars. Avant, j'en pêchais 10 ici». Donc bon, tout est nettoyé, mais les cormorans ont dit la même chose. Donc les cormorans, ils ont trouvé une autre solution, hein. On va pas aller au large, nous, on va aller Mmh. dans les terres. On a de quoi se reposer et de quoi bouffer. Mmh Donc mh. c'est beaucoup plus simple, hein. Les pisciculteurs, on en ont ras-le-bol. Moi, ici, au bord de l'Indre, c'est quand même le pays aux mille étangs, hein, il y en a partout, hein et des pisciculteurs, c'est vraiment une richesse, ça a toujours été, hein, l'Indre, pour ça et là, du coup, c'est un peu la cata, quoi. C'est un peu la cata parce que les cormorans, ils viennent, ils pillent tout, ils font moitié de production, enfin, c'est pas terrible. OK. Tu parlais aussi, de on va dire d'aspects un peu positifs du milieu aquatique. Est-ce que tu vois des choses bien? Comment tu fais passer le message aussi? Parce que tu parlais tout à l'heure d'emmener des plus jeunes à l'école et c'est un peu ce que disait David Dubreuil dans son interview. C'est, emmener des gens, à la pêche, montrer-leur que c'est chouette et cetera, c'est comme ça qu'on aura des nouveaux pêcheurs. Est-ce que là-dessus, toi, c'est un travail que tu fais? Enfin, quelle est ta vision? Bien sûr, si, alors jeune et moins jeune, hein, j dans toutes mes animations, je me suis un peu gaufré en disant: «Que les gamins», je fais pas que des gamins, je fais beaucoup d'adultes aussi, des non pêcheurs. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, quand j'ai dit ça, dans mes animations comme ça, je fais beaucoup de gens qui n'ont jamais pêché de leur vie et qui découvrent la pêche par le biais de la canne au cou et cetera. Donc et je suis même allé dans les maisons de retraite, d'ailleurs, à une époque. Bon, j'y vais moins parce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Un gamin, il te pardonnera qu'un retraité, il te pardonne pas si tu viens pas ou tu as crevé, tu arrives en retard et tout. L'autre, il te pourrit la vie, ah non, 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 ils sont habitués à être torchés et comme les gamins, mais là, c'est pas comme ça. C'est clair. Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Si tu trahis, c'est Je une sais trahison. pas. Quand tu loupes une session avec eux, c'est comme une trahison et ils ne te font aucun D'accord. cadeau. Ils te font la gueule, mon pauvre, tu peux pas savoir. Du coup, j'ai lâché un peu ça parce que ça m'embêtait que les gamins, non, au contraire, ils te pardonnent beaucoup plus facilement et si tu as une session que tu peux pas faire à cause du mauvais temps ou autre, ils vont te pardonner, que l'adulte, ne ne le fera pas. OK. Et les gamins, du coup, je les emmène, je leur fais découvrir un paysage, les plantes, comment prendre un ortie sans se piquer, enfin des plein de petits trucs marrants et tout, sur la faune et la flore. Et puis après, on va pêcher et je leur explique que si on veut voir du poisson longtemps, on en remet un maximum. Mais je leur interdis pas de manger, par exemple, la petite friture d'ablette ou de goujon qu'ils vont prendre parce que la base de la pêche, au début, c'était pour consommer. Aujourd'hui, il faut pas être un l'ayatollah du no-kill, il faut essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Moi, je suis pas contre manger un poisson. J'explique juste que c'est dangereux. Quand aujourd'hui on me dit sur les pancartes et cetera, il y a écrit, même le journal local, heu: «Évitez de consommer de la friture ces derniers temps à cause des cyanos», là, c'est on mange ou on mange pas. On n'évite pas. Il faut Mmh. être intransigeant. On mange ou on mange pas. Donc j'explique à ces enfants que
la cyanobactérie, je leur montre ce que c'est, etc. Et puis je remonte la saponaire à côté. S'il y a de la saponaire, c'est important, c'est que le saponaire contient de la saponine. Saponine, c'est ce qui fait du savon, enfin c'est la molécule qui fait créer du savon. Et on se lave les mains avec les racines de la saponaire, ça mousse, et puis ils ont les mains comme si elles sont magnifiquement propres, les mains. Ils sont étonnés, au début ça mousse, c'est un peu vert, c'est un peu caca, voilà. Ils se frottent, ils se frottent, ils se frottent, et puis une fois qu'ils ont eu enlevé la mousse, ils ont les mains mais nickel, c'est beau, c'est propre. Avant, les gens du voyage utilisaient les racines, maintenant ils prennent les paquets de lessive et puis ils jettent les paquets dans l'eau. Mais avant, ils utilisaient la saponaire pour pouvoir réaliser effectivement leur lessive. On leur explique, bon, la saponaire, elle est là parce qu'elle nettoie le milieu, on leur explique plein de choses, et puis après la pêche, ils découvrent la pêche, ils se font plaisir à la pêche. Mais il y a pas de concours. Je ne veux pas les faire rentrer dans un domaine, quand ils se développent, un concours de pêche. Les adultes, oui, parce qu'ils ont besoin de l'ego du pêcheur, le machin, puis ils ont besoin de se montrer toujours un peu plus haut. Que les gamins, non. Les gamins, c'est un travail d'équipe. Combien il y en a en tout? Ah, vous en avez pêché tant? Bah, la prochaine équipe, on verra ça, mais c'est un concours d'équipe, mais pas un concours individuel. Parce que s'il y en a un qui est pas bon, il voudra plus venir, il voudra pas recommencer. Je suis nul à la pêche, ça sert à rien, il se dévalorise, il va perdre confiance en lui et il n'ira pas. Que de les construire les uns avec les autres, de tous les mettre ensemble et de créer, quand il y a 10 bourriches détendues dans l'eau, puis ils ont ça d'eau, 10 centimètres d'eau à pêcher dans leurs pieds, les goujons, je récupère toutes les bourriches, je mets tout dans un seau et ils les remettent avec une petite épuisette, dans l'eau, en se mouillant les mains, et cetera, et ils sont contents comme tout, et je leur fais retourner les jussis au bord, qui sont au bord à des endroits, et ils prennent les écrevisses dedans, des petites larves, on les regarde avec les boîtes loupes, on découvre un peu le milieu, et ils vont appréhender le milieu sans en avoir peur. Parce que tu sais, encore, il y a très peu de temps, c'est la libellule qui se pose sur une canne comme ça. Oh! Hop, il a jeté la canne dans l'eau. Bah oui, il y avait une bête sur la canne. Putain, tu vois le boulot qu'on a à faire, quoi? Tu vois le travail? Et justement d'ailleurs, moi j'ai mes enfants, qui sont pas hyper passionnés de la pêche. Certains qui nous écoutent pareil, amènent pas. Est-ce que tu as des recommandations, hem, à celui qui aimerait, donner envie à un enfant, un petit-fils, une petite fille et cetera? Bah, à part pêcher avec une petite canne quelques poissons, puis leur faire découvrir tout ce qu'il y a autour. Dans un premier temps, c'est tout ce qu'il y a autour. Ce qui va leur plaire, il y a des choses qui vont leur plaire. La pêche leur plaît peut-être pas, mais autour, ça va leur plaire, et c'est grâce à la pêche qu'ils vont découvrir ce qui va se passer autour. OK, Moi, c'est comme ça que j'envisage. Tu sais, quand, l'activité était, après le covid était comme ça, bah, j'ai commencé de louer les véhicules, au supermarché local pour emmener, les les locaux, enfin des locaux, extra-locaux, des vacanciers, découvrir, la Touraine avec un support de pêche. OK, Et ça reste dans mes cordes, et on part du ruisseau et on va jusqu'au fleuve. Et on OK. fait les différentes techniques, et je leur demande un point commun à chaque fois, et cetera. On fait un pique-nique sur la route, et ça fonctionne du feu de Dieu, et les enfants ont adoré. Mais des fois, quand tu arrives au fleuve et puis tu leur dis: «Alors c'était quoi le point commun de la journée et tout? Vous avez aimé la pêche et tout?» Ils vont pas te parler du petit chevenne qu'ils ont pris à tous les endroits. Ils vont te parler de l'araignée, du faucheux là, qu'ils ont vu à plusieurs endroits. «Merde, j'ai raté». Non, tu as pas raté. Ils ont envie d'aller à la pêche parce qu'ils ont vu ça. Ouais, OK. OK, OK, pour parler un peu pêche, Fred, c'est quoi ton meilleur souvenir de pêche? Ça, c'est une bonne question, j'ai jamais réfléchi à ça, et je sais pas si Mais si, allez, tout le monde a réussi. Certains m'en ont donné 2, mais allez, si tu fermes les yeux là, le premier qui vient. mon premier brochet, peut-être. Ah, bah, raconte-nous alors ton Pour être premier brochet. fier aux yeux de mon père. Voilà, tout simplement, et j'étais tout seul, parce qu'avec lui, j'en prenais à la cuillère, on pêchait à la cuillère, et cetera, et il était, assez fan, et mon père remettait les poissons à l'eau, il se faisait allumer par ses potes parce qu'il remettait ses poissons dans l'eau déjà. Tu qu'à voir. Mmh. Enfin, mon père, c'est un pêcheur, c'est quelqu'un qui aimait la nature, les champignons, les bois, et cetera. Il avait qu'un seul défaut comme moi, c'est celui de les avoir tous, mais en fin de compte, on passait de bons, et le premier brochet que j'ai pris, oui, effectivement, et je le dis, il était pas maillé du tout. Il faisait peut-être, 40 ou 45 centimètres. Je l'ai ramené à la maison pour montrer que j'avais pris un brochet. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est marqué, et la première carpe également. Voilà, les 2, si tu en veux 2, c'est ça, la première carpe. J'ai la photo de cette carpe d'ailleurs, que j'ai dans la cour de la maison avec le bout de bois comme ça, faisait 4-5 kilos, j'ai ramené le machin, et voilà, et j'aimais mieux la farce que le poisson, mais Mais raconte-nous un peu le l'anecdote là, tu nous fais ça en synthétique. bah, oui, parce que je sais pas, j'ai pêché un
à la Suissex, voilà, et en plus, je crois que j'avais même pas le droit, bah non, j'avais pas le droit, il était pas maillé ce brochet. C'est le Ah, canal, c'était plus petit à l'époque, hein? ouais, peut-être, je sais pas, c'était tout petit, quoi, ouais. J'avais C'était même 40 ou 45, je crois, à un moment donné, la Ouais, maille. bah, c'était peut-être ça. Ça avait même pas la valeur énergétique d'une pomme, hein, mais bon, je te dis, tu ra tu ramènes ça, je me rappellerai tout le temps, ouais. J'avais mis, puis alors j'avais foutu dans mon sac, j'avais caché, j'avais ramené, il était un peu sec le soir, mais ma mère l'a fait cuire quand même, mais c'était unique. Mais j'ai pêché à la cuillère, classique. J'en avais pris avant, mais c'est le premier brochet tout seul. Mmh. Et mes meilleurs souvenirs de pêche, si tu veux aller par là, c'est d'aller pêcher les tout petits ruisseaux, d'aller pêcher les gardons, les chevennes avec des sauterelles, dans des bouts de ruisseaux. Il y avait plein d'épines et tout, tu laissais les lignes, il fallait que tu te débrouilles de refaire une ligne et j'avais pas beaucoup de matos. Enfin bon, c'est voilà, ça c'est mes meilleurs souvenirs de pêche. Mes meilleurs souvenirs de pêche, le veyron, le chevenne, le gardon, et d'ailleurs ces ruisseaux n'existent plus aujourd'hui parce qu'on a comblé ces ruisseaux. Ils ont disparu des cartes, carrément. Des cartes topo, ils ont disparu ces ruisseaux. J'y vais de temps en temps parce que c'est proche, hein, c'est pas très loin de chez moi là, et je repasse dans le secteur parce que le village me plaît, parce que je c'est joli, mais j'ai plus mes ruisseaux d'enfance où tu te régénères, tu te ressources, où tu retrouves un peu, tu sais, l'enfance pour tout le monde, ramène un peu les pieds sur terre, et ça fait du bien et ça te permet de réavancer à chaque échelle que tu crées dans ta vie. Quand tu reviens un peu en arrière enfant, tu te reconstruis et tu redémarres, souvent. OK. Et ta plus grande galère de pêche? Premier guidage Silure, Ouais? capot. Raconte. Un capot phénoménal avec 3 personnes à bord, alors que j'en faisais régulièrement, et c'est pas ma tasse de thé le cire, mais bon, j'en prends, mais je vais pas le pêcher seul. C'est pas le poisson que je vais rechercher, et je fais ce guidage. J'en fe je m'étais J'étais dit: «Bon, on va en faire», et c'était des gens d'Orléans. La fille de 16 ans regarde le fond de l'eau qui était translucide, les lunettes tombent dans l'eau, les lunettes de vue tombent dans l'eau. Je plonge l'eau translucide, je mets les mains dessus 2 fois, elles s'en vont. Lunettes perdues. Pas une touche de la journée au leurre ou au vif, et le mec se fait gauler le soir en rentrant à Orléans. Il se fait gauler au radar, arrêté sur la route, plus de permis, plus rien, machin et tout. La Et journée. ça, dans ma tête, c'est resté, j'ai dit: «Oh putain», et le deuxième guidage Silure, je crois moi que je faisais cacamou le matin parce que j'étais pas bien, quoi, et là, du coup, ça s'est très bien passé. Et ça a remis la machine en route. Mais c'est la pire des galères que j'ai vécues, dans les saisons de pêche, voilà. Seul, j'ai jamais de galère parce que si tu as une galère, ça passe. Mais quand tu as du monde, tu te dois de les respecter et d'être un maximum autonome. Mais là, capot, et perdre des lunettes. Alors je vais faire marcher l'assurance a dit: «Bah oui, mais c'est des lunettes», bon, ils m'ont filé, je sais plus, 2-3 sous, j'ai donné au mec, machin, enfin, il y avait un virement, quand même, malgré tout, et mais je pense que je sais pas s'il a divorcé ce soir-là, mais à mon avis, Il a plus jamais repêché peut-être? c'est fort possible, c'est fort possible, je sais pas, c'est un truc de fou, et c'est S'il passe par là, il nous met un commentaire pas trop insultant, mais un Et le petit commentaire. premier guidage Silure que j'avais fait, ça c'est je me rappellerai, ouais, tout le temps, tout le temps. C'est Oh un là truc de là. fou. Alors qu'à l'époque, il y en avait partout, ça marchait bien et c'était facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais C'est vrai, le silure, c'est devenu plus compliqué pour toi? ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui le pêche. OK. Il est archi pêché, donc faut toujours, là, du coup, ça devient un peu plus intéressant parce qu'il faut plus rechercher, quoi. Un peu plus parce qu'il y a beaucoup de gars qui défilent, qui pêchent la nuit, ici, c'est interdit la nuit, mais ils pêchent la nuit quand même. Le lendemain matin, tu arrives toi pour pêcher avec tes gars, tu dis: «Putain, mais c'est bizarre, quoi, on n'en fait pas là?» alors que ah bah oui, ils ont pêché Mmh. toute la nuit, bon, peu importe. C'est pas 2007, 2008, 2009, voilà, ces 3 années où j'ai pêché énormément, enfin, j'ai fait pêcher énormément le silure, et j'avais l'impression des fois d'aller à l'usine. Tous les matins, c'était la même rengaine, le même truc, le même schéma, oh! Autant le brochet, la perche, le sandre, le chevenne, enfin ce que tu veux, l'aspe, c'est changeant, c'est jamais la même. Tu te cherches, tu travailles pour faire du poisson, que le silure, pour moi, c'était basique, enfin, ah, tu mets le leurre là, le leurre là, le leurre là, bon, attends, puis recule, on met les vifs ou les vers de terre, on pense: «Hop, tiens, ça y est, tu l'as». Voilà, t'en fais un, t'en fais 2. Il y en a pour lesquels, là, je pourrais donner des noms tellement je les connais, mais moi, ouais, c'est bon comme, mais bon, après, les gens aiment, et je
je respecte les gens et je respecte leur choix et s'ils veulent faire ce poisson, ils font ce poisson et voilà, mais moi je suis pas c'est pas mon truc. C'est honnêtement, je le pêche mais c'est pas mon kiff du tout. C'est quoi tes pêches préférées? Brochet, C'est vrai? ouais. Feeder en premier. Le feeder, OK, j'adore pêcher au feeder, à l'ancienne, j'ai pas les peut-être les bons nœuds, les machins, mais je fais du poisson. Je m'éclate au bord de l'eau au feeder. Ah ça, c'est quelque chose que je me régale, voilà, j'adore. Dès que j'ai du temps, je vais pêcher au feeder et puis le brochet, voilà. Le carnassier, le seul qui me régale, c'est le brochet. Je m'y amuse, beaucoup, beaucoup, beaucoup et tu sais, au OK, début de mes guidages, je ne guidais que sur la perche et ici, on avait du cendre et de la perche et beaucoup, beaucoup de perches. C'était essentiellement leurre de surface et c'est comme ça que j'ai conquéri mes premiers clients, au leurre de OK, surface. OK, OK, OK. Et si tu avais des conseils un peu techniques là pour ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Technique pour pêcher le goujon? Je crois qu'il y a pas mal de gens, orientés carnassiers, Mmh. et puis, pêche au cou, je vais interviewer Jean Desquet, sans te faire injure, Oh bah heu, et tu sais, moi, je reste basique sur tout. non, mais j'aime bien et pour le coup, moi, je respecte vachement parce que je trouve qu'il y a trop de spécialisation et que la pêche, enfin et c'est un peu le nom du podcast, c'est, l'aventure que ça représente. Tu vois, tu parlais des petites bêtes et cetera, c'est aussi un paysage, c'est aussi un moment. Enfin, je vois, nous, en mer, là, le bar, il y en a pas toute l'année, mais tu as des vieilles, tu as des maquereaux, bah, franchement, pêcher des maquereaux en ultra léger, c'est hyper drôle, pêcher des vieilles, avec des leurres de 20 centimètres, là, à Mmh. gratter dans les cailloux, c'est marrant, Les tu vois? coquettes. Mais alors nous, on n'a pas trop, mais ouais, tu vois? Tu as enfin voilà enfin moi, j'ai toujours été content d'aller un coup à la truite, tous les ans, je vais pêcher le brochet, enfin, c'est aussi ça, donc moi, je comprends pas ceux qui sont, monomaniaques, alors je respecte aussi, mais Oui, oui, complètement, hein. tu vois? C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui dans la pêche avec tous les pêcheurs. Il y a on crée, on divise, on crée des clubs et on divise. Et là, du coup, si ça se va pas bien entre nous tous, c'est un peu ça. On a la carpe, on a la mouche, on a le carnat, on a le coup, heu et Après il y a no kill, pas no kill, les il y mecs, ils a s'entendent pas, les mecs, ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas. Ils sont sur le même site, ils s'entendent pas. Ça peut pas aller, ça concorde pas. Bah, tu comprends, moi, mes cannes, sont là, lui, il passe, il fait chier. Il y a le cassant qui est là-bas, il y a le truc. Mais arrête, arrête, arrête. Essayons d'être mais ça ne se fera pas. On est trop individualiste, on est français jusqu'au bout du béret, tu sais? On partage pas grand-chose du coup et je sais pas parce que regarde, il y a une époque où le no kill ça se faisait pas, il y a eu un gros pas un combat, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus oui. et ça a fini par se faire, par rentrer un peu plus dans les mœurs. Avant, moi, je me souviens gamin, le no kill, c'était quand tu pêchais à la mouche, quoi, c'est tout. Ouais. Ah oui, j'ai connu ça, oui, à la maison, Tu vois? et mon Il père y avait remettait ses broches à l'eau. En revanche, la friture, on ramenait tout. Ouh! Des oh là là, les seaux, les machins, mais il en donnait aux copains, tout ça, tout le monde en mangeait. C'était pas perdu, tout le monde en mangeait. Ça, je me souviens, les mulets de mer qui étaient dégueulasses, qui remontaient la Loire et tout, qui avaient un goût. Ah, c'était terrible, terrible, mais bon, peu importe, c'est comme ça et puis, aujourd'hui, s'il y a pas beaucoup de mulets de mer, on est des mécontents parce que c'est un poisson combatif et qui est sympa, qui remonte, qui suit le plancton, qui Mmh mange mh. le phytoplancton au fur et à mesure et il y en a de moins en moins, faudra se poser les questions pourquoi. C'est pas qu'il y en a plus, hein, c'est que, il y a peut-être moins à bouffer pour eux, quoi, puis moins de Mmh cash. mh. Import Il y en a moins, je trouve, des mulets, hein. Avant, moi, je vois dans les estuaires et tout, il y en avait beaucoup. exactement. Après, il y en a encore parce que je m'en sers comme appât pour pêcher le bar de temps en temps. Ici, c'est des milliers et des milliers de mulets qui remontaient, on Mmh. s'amusait. Moi, j'ai pêché avec des toutes petites têtes plombées à palettes là, machin et pam pam, oh là, tu as déroulé, c'était fun. Mmh. Et là, ça devient compliqué. Je faisais même des battles à bord du bateau entre 2 pêcheurs, sur, les mulets, ils étaient heureux comme tout, en pêchant avec des cannes light et tout, mais c'est ouais, c'était sympa. Et s'il y a comme tu me demandais, s'il y a un conseil à donner ou une technique et cetera, bah, c'est d'être le plus polyvalent possible. Sache que ces derniers temps, avec un pote, quand on sort ensemble même seul, notre deal, c'est de pêcher à la cuillère tournante. Enfin, cuillère Mmh. tournante ou ondulante, à la cuillère uniquement. Mais c'est un truc qu'on s'est fait uniquement comme ça, hein. On revient en arrière, on se dit: «Allez, on fait session cuillère». On met rien d'autre que des cuillères Mmh. et on est très agréablement surpris.
Et j'ai un peu de mal à faire pêcher les gens à la cuillère, puisqu'ils veulent pêcher avec un swim, ils veulent pêcher avec Mmh. un crank, avec un texan, avec la nouvelle, créature de chez X ou Y, avec, le gel qu'on met dessus et tout. Faut tout expliquer. Il y a une démarche, il y a un gros travail, effectivement. C'est le but de la pêche des carnassiers. Il y a un panel de leurres, il y a un panel de techniques très large. C'est très intéressant, c'est très ludique. En revanche, ce qui l'est moins des fois, c'est de leur expliquer que, on peut revenir aussi un petit peu en arrière. C'est intemporel aussi, ces fameuses cuillères. Mais le truc, je pense que c'est on a un peu un passé qui se ressemble avec, on a débuté avec, les goujons, les trucs comme ça, jusqu'à arriver à la pêche au leurre. Aujourd'hui, tu en as beaucoup qui débutent la pêche, qui voient les vidéos ou que sais-je, pêche au leurre, je pêche au leurre et des fois même hyper, enfin moi je pêche que au big bait et cetera et ce qui fait aussi un bon pêcheur, c'est, tu vois ce qu'on disait avec Jimmy Mestrello, c'est que tu as commencé à faire le coup, à prendre les veines d'eau avec la truite, tu vois? Tu as commencé, je sais pas, la pêche de surface avec les chevennes, les trucs comme ça. C'est ça aussi qui, tu Un vois? peu. J'ai eu cette discussion là avec mon pote avec qui je vais pêcher, je dis: «Bah, la différence, c'est peut-être que j'ai juste 25 ans de pêche de plus que toi». Tu vois? C'est ça, mais la pêche, c'est, avant tout, tu sais, quand, souvent les parents m'amènent, 2 gamins 15 16 ans, tu vois? Et ils connaissent déjà tous les leurs. Les grammages, ils vont parler Mmh. en ose et tout, mais c'est bien, je suis content parce ils ont bossé dessus, tu vois? Ils ont découvert, ils ont Mmh mh. appris et tout. Et puis, dès que j'arrête, je mets mon moteur électrique et là, tac, ils prennent les cannes, ils commencent: «Hé, hé, hé!» Je dis: «Tu fais quoi?» «Eh ben, c'est un spot, on a pris un guide, c'est pour le spot». Il dit: «On va pêcher». Ah, hop, 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 hop. Je vais t'expliquer Mmh. comment ça fonctionne déjà. Là, tu vois, il y a un remous, là, il y a un contre-courant, là, il y a machin et cetera. On apprend à lire la rivière avant tout. Je dis: «Ça te permettra de mieux naviguer dessus déjà, quand tu lis la rivière», parce qu'ici, elle est traître, hein. Il y a des cailloux à droite à gauche, il y a des anciens, seuils de navigation parce que c'était avant, il y avait le commerce navigable, donc il y a des cailloux de pose en pose, tu vois? Pour accélérer et cetera, enfin, et d'expliquer un peu où va se retrouver le poisson, comment il va se retrouver, pourquoi il est là, pourquoi il est pas là et tout. Que non, j'ai le leurre, j'ai la canne, j'ai le moulinet, hop, on attaque. Ouh là, mon grand, attends. Déjà, moi, par la pêche au cou, tous ces remous, tous ces trucs, j'ai appris progressivement à savoir où passer, comment passer et pourquoi là, ça mordait pas là et là, machin, et cetera. Eux, non. Il faut Mais c'est Mmh. normal, on leur a vendu, c'est de l'instantané. Regarde, nous, on est en live et là, c'est de l'instantané. Et eux, ils veulent du live, ils veulent de l'instantané. Ils veulent que ça soit immédiat. Et il y a une approche différente, bien entendu. Alors, quand je les ai tous ensemble de bord, c'est bien. Mais quand j'en ai 2 sur le bateau, il faut que ça soit immédiat, il faut que ça soit tout de suite. Il faut que la prise soit quasi immédiate. Si dans les 2 heures qui suivent, ça marche pas, il y a eu une touche ou quoi que ce soit, posez. J'ai même eu une grosse carpe prise au spinner par la bouche et le gamin, il a dit: «C'est de la merde». Et le père était là et j'ai dit: «Attends, tu vas respecter le poisson, quoi». Je dis: «C'est un poisson qui a mordu, il t'a mis une volée». Alors au début, il était content, c'est parti dans le courant, machin, partout et tout. Et je revois, j'ai tout de suite quand j'ai vu à distance et puis j'ai vu le corps bombé et tout, hop là, je dis: «Il a fait une carpe». Mais je l'ai pas dit, j'ai laissé combattre. Et arrivé au bord, je prends l'épuisette. Oh, il dit: «C'est de la merde, c'est une carpe». Je dis: «Attends, tu rigoles ou quoi, toi?» Je dis: «La carpe, elle a mordu, hein, tu as fait un combat de maître» et je dis: «Tu dois respecter le poisson». Et voilà, il y a toute une éducation à faire, sur, les différents poissons, parce que tous les poissons, à un moment, les carpes, ont besoin de protéines aussi et mangent aussi des alevins de temps en temps et mordent aussi au leurre, comme par hasard, surtout là, l'époque qu'on arrive, là, l'hiver, ça va être les petits chats, elles aiment bien. Mmh. Mais je veux dire quelque part, il faut et le père a rien dit, hein. Et là, par contre, moi, je lui ai dit. Et j'ai même instruit le père, du coup, parce que je lui ai dit: «Il ne faut pas laisser dire ça, quoi». Donc il y a toute une instruction, il y a tout un travail, d'approche, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on veut pêcher, ils veulent pêcher au leurre. Effectivement, les vidéos sont il y a quelques alors il y a un jeune là que j'ai vu, j'ai perdu sur la pêche au cou et celui-ci, je vais l'inviter, un jeune youtubeur sur la pêche au cou et ça me plaît. Ça me Ah plaît. bah, je vais regarder. Oui, regarde, j'ai perdu le fil conducteur, là. Ça, c'est Alzheimer, c'est l'âge des fois. Du coup, ce gamin, j'ai bien aimé, ce youtubeur, pêche au cou, ça change. On avait la carpe, on avait le carnassier et je suis tombé, mais par hasard, parce qu'en scrollant, on tombe sur TikTok, tu tombes sur plein de trucs, tu vois? Et puis, je suis tombé sur ce môme-là et
Vraiment, ça m'a régalé ça. J'ai dit: Ça c'est original» et lui, je l'inviterai. Tu vois? Lui, c'est quelqu'un que je vais faire venir, par exemple, au milieu des enfants. Parce qu'il Mmh. a une approche différente de la mienne, plus fraîche bien entendu, hein, tu vois? Les cheveux blancs machin, mais plus fraîche et intéressante. Parce que, Mmh. il va s'identifier, les gamins vont s'identifier à lui et démarrer la pêche avec une technique différente pour pouvoir progresser dans la pêche. Parce que le carnassier immédiatement, peut-être que ça le fait, mais je suis pas super fan non plus. Ils sont contents des leurs. Moi j'en ai vu, il y en a qui ont été dégoûtés. Il y a des parents qui sont venus avec moi, ils me les ont cramés quoi. J'arrivais pas à les instruire, j'arrivais pas à faire ce qu'il Ah faut. ouais? Ah mais carrément, mais je te jure, je préfère pas qu'il y ait les parents, je préfère qu'il y ait 2 enfants, un seul mineur, tu as pas le droit, parce il en faut 2 minimum et tu les instruis. Ça marche très, très bien. Mais quand il y a le père, la mère ou quoi que ah putain, mais c'est fini, ça marche pas. Ça peut pas marcher parce qu'eux, ils ont une instruction différente, c'est leur enfant, c'est machin, j'ai eu le cas, tiens, un cas typique pêche aux silures, heu, 13 ans je crois, 12-13 ans et il venait de Poitiers, là, 1 heure de route et la mère me dit: «Il veut pêcher un silure». Ah, j'ai dis: «Il est petit, non». Je dis: «Non, non, 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 non». On prend la journée de toute façon. Non, j'ai une matinée suffira largement pour un enfant comme ça, à bord du bateau et surtout la pêche au silure. Mais je vous dis: «Non, non, on pêchera au elle s'est pas loupée». Au leurre, il voulait pas trop faible pour enfin, je lui ai mis un petit leurre machin, mais je savais que ça marcherait pas et du coup, j'ai mis un carassin. Là, j'avais 3 carassins dans mon vivier. J'ai mis un carassin, on déroule au vif et pas de chance, sur la première touche, très gros poisson, bloqué avec la canne, tétanisé, il s'est mis à pleurer, j'ai chopé la canne, j'ai remonté le poisson, voilà, et il a pleuré et puis, bah, la pêche était finie, il a pas voulu pêcher les perches, il a pas voulu pêcher ci ou ça. Puis je dis à la dame: «Vous êtes contente?» Elle me dit: «Bah, c'est vous qui avez mal fait le boulot». Je dis: «Écoute, attendez». Je dis: «On va se mettre d'accord» et on s'est mis d'accord. Je dis: Vous êtes même pas obligé de payer aujourd'hui, vous pouvez repartir». Je dis: «Je m'en fous». Et je dis: «Vous l'avez dégoûté à jamais». Il dit: «Non», il dit: «Je reviendrai une autre fois». Je les ai jamais revus. «Je reviendrai une autre Mmh. fois pour pêcher les perches» et jamais revu et j'espère qu'il a pas abandonné, mais tu vois, je voulais pas que la mère vienne, mais je m'en doutais. Au téléphone déjà ça passait pas bien, tu sais maintenant je briefe tellement au téléphone avant un guidage, il y en a que je fais pas. Je peux me OK. permettre de plus les faire, tout simplement, parce que j'ai pas envie d'avoir, le mec qui va te refaire, ta pêche, ta vie ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Et d'ailleurs, en parlant de pêche, au sens large ou de ton parcours dans la pêche, il y a des choses ou une chose que tu regrettes d'avoir fait? Pas vraiment. Tout ce que j'ai fait, m'a instruit. OK. Tout ce que j'ai fait m'a instruit. S'il y a eu des mauvaises choses, ça peut arriver et Dieu sait si j'en ai pas souvenir, mais j'en ai certainement fait, c'est sûr. Mais ça me permet la fois où j'ai donné et redonné l'argent au monsieur là, qui avait claqué un brochet comme ça, boum, sur le bord du bateau, le premier poisson pris, crac, il le claque sur le bateau. Mais je dis: «Mais il est même pas maillé». Il dit: «Avec vous, on risque rien de toute façon, vous connaissez tout le monde». Ah je dis: «Attendez, ça se passe pas comme ça là». Et là, le sang est monté, je suis retourné à la mise à l'eau, il est descendu de la mise à l'eau, il était dans la voiture prendre le sac de congélation, il a mis le brochet dedans. Je dis: «Attendez, vous oubliez quelque chose là, hop, tenez vos sous là». Ben il dit: on repart pas?» Je dis: «Moi oui, pas vous». Je dis: Non, non, on s'est pas expliqué là, vous faites n'importe quoi parce que je dis: «Il y en a un deuxième et bah, je dis: «Il va passer aussi». Bah, il dit: «Oui, ils sont tellement petits». Ah bah, il dit: «Bah oui, bah, forcément». Je dis: «On va pas s'entendre». Du coup, on s'est pas bien entendu, mais là, je regrette. Voilà, ça, c'est un des regrets, par exemple, qui me vient à l'idée, parce que je n'ai pas su faire passer le message correctement à ce monsieur, qui aurait pu être peut-être différent, et peut-être qu'il aurait accepté et après il a rappelé quelque temps après pour s'excuser, et je dis: «Bon, c'était fini». Puis sa tête, ça serait pas passé, quoi. Ou celui qui vient, tu sais qu'il vient t'acheter le poste. Les postes, alors en eau douce, c'est très simple, mais j'en retrouve plein des gens, que j'ai emmenés sur les postes et tout, au début des cendres là, quand, il y en a beaucoup moins maintenant, ça revient un peu, mais au début, les gars, ils revenaient et je les voyais 1 fois, 2 fois, 3 fois sur le même poste et puis je disais: «Mais les gars, vous êtes tout le temps là». «Ah oui, mais ça mord plus». Bah, j'ai dit: «Vous les avez emmenés?» «Bah oui, on en emmène». Ah, j'ai dit: «Bah oui, forcément, ça va aller beaucoup moins bien». Heu et voilà, là, du coup, on les instruisait. Je leur dis: «Si vous faites le même poste tous les week-ends quand vous venez, c'est des postes que moi je vous ai donnés, vous êtes après les laminés quoi, vous défoncez tout» et je dis: «C'est quelque part un peu dommage». Les gars: «Ah oui, oui, bon tu d'instruire parce que tu peux pas les jeter ces mecs. C'est, le domaine public et voilà, tu peux pas dire, en mer, on a eu le même cas avec, les GPS à bord et tout sur le téléphone, mais tu peux pas les jeter».
En tant que spécialiste des interviews, quelles questions, bon quand même, on t'a vu sur pas mal de, interviews, vidéos et cetera. En tant que, moi je vais dire spécialiste pour pas dire professionnel, hein, mais, c'est une partie de ton job, donc c'est un peu professionnel. Quelles questions tu te serais posées que je t'ai pas posées? Si je dors bien? Non, mais ça va. Écoute, je suis heureux de vivre. J'ai pas mal, aux jambes le matin quand je me lève, je vais faire un peu de sport, machin et je mange, je dors, je paye ce que je dois, tout va bien, la vie est belle et voilà, je suis heureux de vivre et puis à la pêche, j'y prends toujours autant de plaisir et tu vois, je suis allé pêcher au Cou hier après-midi parce qu'il y avait du soleil. J'ai fait du PC toute la matinée là. Les papiers administratifs et tout, ça m'a pris le chou. J'avais pas envie de sortir le bateau, j'avais rien, il faisait beau. Je suis allé m'asseoir au bord de l'eau avec une canne au cou et j'ai fait les gardons, les machins, j'ai tout remis à l'eau, mais peu importe, ça me suis fait plaisir, voilà. Tu vois? C'est ça reste basique, simple et c'est aujourd'hui, et il y a 2 bateaux qui sont passés. Il y en a un qui fait: «Bah, c'est Brio! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pêche au cou». Bah oui, il pêche au cou, bah oui. Je pourquoi pas? Là, j'ai pas sorti la canne feeder, mais ça aurait pu être la canne feeder, mais j'avais pas les vers de terre, puis j'avais pas envie d'aller dans le jardin et retourner. Je les laisse en ce moment travailler pour moi, donc ils font mon jardin en ce moment, les vers de terre, donc je vais pas retourner la terre et du coup, oui, j'étais à la pêche au cou hier, voilà, c'est puis quelle question, bah, je sais pas, voilà, si je vis heureux, bah oui, tout simplement, je vis bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Dans la pêche? Ouais? Ouais, il y a des gens que je respecte et que je regarde de haut quand même, voilà. Il y a eu, il y a quelques années, tu sais, avant on achetait des magazines et il y avait par exemple 3 têtes de série. Tu avais Michel Naudot, Ivan Dracovic et puis, heu, Jean-Pierre Misry ou, la Il y avait pêche Limousin? oui voilà, Mmh. Henri Limousin que j'ai connu, bah, il est venu pêcher avec moi d'ailleurs Henri Limousin, oui. Voilà, c'est pareil, hein, le no-kill on ne connaissait pas trop, hein. Putain, la vache! Là, tu me tu laissais que les arêtes sur le sol, hein. Mais, ah ouais, ouais, là, il y avait du mais bon, on remettait aussi pas mal à l'eau, mais il y avait on faisait beaucoup, beaucoup de poissons quand même, hein. C'est vrai, j'admets. Et les gens, dans le monde d'aujourd'hui, que je respecte alors j'ai respecté aussi c'est un ami, c'est quelqu'un chez qui j'ai beaucoup, passé de temps, c'était Ange Porteux. Mmh. J'ai passé beaucoup de temps chez lui, j'allais souvent chez lui avec Olga, on discutait, on échangeait. Ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu, heu, ouais, des échanges hyper riches, hyper sympas. Il m'aimait bien, j'aimais bien et ça passait bien. Ça c'est quelque chose, et j'ai eu une interview avec lui sur un salon de Nantes et je lui avais dit: «Faudrait que tu me ramènes des photos et cetera et de ta jeunesse et tout». Et je le revois toujours, on fait défiler les photos. Bah, il est mort. Ah, lui aussi. Ah, bah, lui aussi. Bah, il y a plus que moi. Bah, oui, il y a plus que lui et puis il était dans un délire, ouais, j'ai beaucoup apprécié cet homme et dans les gens d'aujourd'hui, je connais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais il y a une pointure, il y a quelqu'un en plus, c'est, heu, c'est Gaël Even que je gratifie d'extraterrestres, l'homme qui possède les écailles, voilà. Parce que OK, ouais, ouais, franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui il a tout dans le sang, il a la pêche dans le sang, l'approche de la pêche, du monde de la pêche et ouais, c'est quelqu'un que je respecte énormément et vraiment, vraiment, ouais, voilà, dont les gens que j'apprécie et puis je vous dis là, on en reparlera. Baptiste Verger, on en reparlera. Je OK. C'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai pas eu l'occasion ou vite fait de le rencontrer, de lui serrer la main, d'échanger un peu avec lui comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui j'échangerai particulièrement parce que franchement, wow, il envoie du bois lui, et ça pêche. Ça pêche, c'est pareil, il lui manque les écailles à lui aussi. Comment tu progresses Comment je progresse? Comment? en termes de pêche? Et bah, parce que c'est l'expérience et puis le temps passé sur l'eau et l'observation. Par exemple, tu vois, moi, la rivière, ici, la Vienne, elle est à 500 mètres de chez moi, 500-800 mètres. Il y a pas une journée où je n'y vais pas avec mon vélo ou même tous les matins, là, quand je vais faire le footing, je passe devant. Je passe, sur au moins 1 kilomètre, tu vois? Je l'accompagne. Je vais regarder, j'observe les chasses, le comportement, le niveau et cetera et le temps passé sur l'eau à observer ou au bord de l'eau à observer,
m'apprend énormément. Les plans d'eau, il y a 2 plans d'eau aussi à proximité, un de 20 hectares et un de 8 hectares. J'y passe beaucoup de temps, voir est-ce qu'il y a une différence entre le plan d'eau et la rivière? Est-ce que les oiseaux ont le même comportement? Est-ce que la ripisylve apporte plus? Est-ce qu'elle, fane plus vite d'un côté que de l'autre? Enfin, c'est pour moi, c'est la nature, c'est lié à la nature. Il y a pas une journée où je ne vais pas voir la rivière. Ou si je suis pas là, si je suis sur un salon au loin, je vais regarder le niveau d'eau, ou j'appelle mon pote là du village en lui disant, «Ça fait quoi la rivière?» Voilà, c'est inné, j'y peux rien. Un ruisseau, Heu, tu sais, la pêche, en fin de compte, moi, je me fais plaisir à tout type de pêche. Du moment qu'il y ait un peu de poisson dedans, peu importe ce qu'il y a, une petite ligne, machin, il y a de la vie dans l'eau. Voilà, du moment qu'il y a de la vie dans l'eau, une flaque d'eau, par exemple, c'est temporaire et tu prends dans la flaque d'eau, tu prends, ton microscope, tu mets, tu regardes, ça vit dedans. Voilà, ça vit, l'eau fait vivre et moi, je vis avec l'eau et c'est la même chose. C'est c'est très bien. C'est pour ça que j'en prends soin, enfin, j'essaye d'en prendre soin et d'expliquer un petit peu. Quand je me prends la gueule avec les gens du schéma d'aménagement et de gestion des eaux là, parce qu'ils ont pas le même feeling que moi sur la flotte et quand, elle me dit: «Faut pas extraire de sable», enfin le Grammy là, «Faut pas extraire de sable, la Jussie elle est là, on fait comme ça et tout». De toute façon, il y a autant d'eau qu'avant, même si le sable il reste là, je dis: on va remplir ta bouteille d'eau là qui est devant toi de sable et puis tu vas me dire combien tu vas mettre de volume d'eau dedans, voilà. Et puis, bah, évidemment ça part en vrille parce que là je modère pas mes propos et puis je suis pas pédagogue sur à un moment et après j'essaye de redevenir pédagogue, mais c'est trop tard quand tu as balancé la merde, tu l'as balancée. Quand tu envoyé la bombe. Ben oui. Et tiens, en parlant de bombes, j'ai des guides qui m'ont dit aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne veulent pas venir s'il y a pas le live sur le bateau. Ouais, alors ça peut arriver, plein peut-être plein, je sais pas, mais ça peut arriver. Là, j'ai vu un gars là récemment là, sur la rivière ici, dans 1 mètre d'eau avec son live et puis il me dit: «J'arrive pas à la faire marcher, est-ce que tu sais comment ça marche?» Bah, je dis: «Tu vois, regarde mon sondeur il est éteint moi, parce qu'ici il y a 1 mètre d'eau et je dis: «La rivière je la connais effectivement, mais» je dis: «Pourquoi tu as pris ça?» «Parce que c'était en promotion et puis ça fait prendre du poisson». Alors je dis: «Non, c'est toi qui prends le poisson». Et après, beh, ouais, mais parce qu'on a une com là-dessus qui est assez intéressante, ça marche bien, mais je suis pas, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est la pêche d'aujourd'hui et va se développer et on faut prendre conscience que c'est hyper intéressant, hyper, moi ce que j'ai vu là, à la Mercury Fishing Cup là, il y a 2 semaines, ceux qui ont gagné, ils ont encore une autre technique que de se servir de la live. Ils sont 2 mais les 2 pêchent du coup. Il y en a un qui ramène le poisson et l'autre qui va le prendre et tout et puis, j'ai vu l'ambiance à bord. Là, ça bouge, ils se bougent. Ils avaient une petite Linder de 4 mètres, le level chair dedans et tout, mais le truc à l'arrache. Bon, il y a plus de sous dans les lives que dans le bateau et le matos, mais peu importe. Ils se font plaisir, ils s'amusent et pour moi, c'est la génération d'aujourd'hui. Si quand tu dis beaucoup, beaucoup, ça peut être, dans la jeune génération. Dans l'ancienne génération, ils se sentent un peu, en retrait et je pense qu'il va falloir faire gaffe dans les prochaines compétitions. J'ai vu que David, avait, Fishing changé Club. la formule et c'est très bien, très, très bien, la formule du UFC Fight. Mais, je pense qu'il va falloir être, vigilant pour les prochaines compétitions, les concours et cetera. Parce que toute la génération, 45 plus, 40 plus, qui se sent un peu en retrait, qui veut se perfectionner, qui n'arrivera jamais à l'échelle des nouveaux, des jeunes, parce que les jeunes, ils sont nés avec le téléphone et le pouce qui claquait dessus et tout, mais nous, si on fait ça, on va avoir des crampes là au pouce parce qu'on n'est pas habitué. Qu'eux, ils sont habitués à l'électronique, ils sont nés avec, ils sont nés dedans et je pense qu'il y aura un retard et si on met out la génération qui a un peu de denier à mettre dans la pêche pour les compétitions, il va pas y avoir grand monde dans la compète, hein. Je Et tu penses pas que ça va tuer un peu le milieu là? Je sais plus à qui je parlais de ça, mais tu as des plans d'eau où les brochets commencent à ressembler à des tubes en PVC, m'a-t-il dit, parce que, normal, ils sortent de l'eau tous normal, les 2 jours. normal. Tu sais, il y a eu un je vais faire un parallèle avec, par exemple, le plan d'eau de Pescalis au Black Bass à l'époque, qui est, aujourd'hui, c'est un peu compliqué et le matin, j'ai un ami qui était stagiaire à Pescalis et tous les matins, il allait ramasser les Black Bass qui étaient défoncés partout là et tout maigres, morts. Ils étaient Mmh. morts
parce qu'ils ont été piqués, piqués, repiqués, ils étaient morts. Et arrive un moment, ces gros poissons pélagiques vont peut-être moins se nourrir ou être plus prudents ou et cetera et faire gaffe à ce qu'ils vont bouffer parce que les gros brochets, les gros sandres, ce sont, des warriors. Non, j'entends du bruit. Ce sont des warriors, ce sont des gens qui, des gens, Des ce sont des poissons. des poissons qui gèrent un territoire et c'est leur territoire et là, du coup, si ça se passe mal, ils vont attaquer, donc tout ce qui va passer, ils vont le bouffer, ils vont le défoncer et cetera. Au jour d'aujourd'hui, bah, tu te rends compte qu'on les prélève, on les touche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et puis là, tu vas le sortir, il va devenir un sifflet, il va devenir une petite, bonbonne là, toute fine, il aura plus son gros ventre et il mangera moins, quoi. Il va être plus prudent. Mais est-ce que enfin moi, tu vois, c'est un sujet qui m'inquiète de me dire: «Est-ce que ça va pas faire Je sais. crever le truc?» tu vois, à force? J'ai pensé la même chose quand le sondeur est arrivé, j'ai connu la pêche sans sondeur, j'ai connu la pêche avec sondeur. Heu, j'ai vu aussi au début où les sondeurs sont arrivés, on reconnaissait la compète avec le sondeur et pendant la compète, on ne pêchait pas avec le sondeur, on n'avait pas le droit. Aujourd'hui, il est là, on me disait: «C'est foutu, on va aller chercher dans les derniers retranchements des poissons et cetera avec le sondeur et tout», je me rappelle de la compète FCPL de Guerre-les-Dents, en disant: «On va aller les récupérer dans le fond là, machin et tout, on va tous les fusiller» et du coup, non et on progresse encore avec la live. Je sais que ça devient compliqué, il y a moins de poissons qu'il y a eu, enfin ou moins de pêche qu'il y a eu parce que c'est plus difficile. Plus on fait de no-kill, moins on en fait de poissons. C'est un peu ce que je pense, c'est l'éducation du poisson, hein, ils sont tous là, mais ça devient plus difficile. Il faut changer les techniques à mesure, à mesure, à mesure et eux aussi, ils modifient leur comportement. Moi, j'ai eu le comportement du silure ici, par exemple, qui s'est modifié au fil des années, au fil des pêches, là, tu peux accrocher une anguille, par exemple, c'est terminé depuis belle lurette, mais tu peux accrocher une anguille au bout de ta canne avant que tu fasses un silure. Là, ça va se compliquer, hein. D'accord. Ils ont été pêchés les premières années, là, les années 2005, à 2007, là, tu achetais des anguilles sur les marchés vivantes dans le coin. C'est 18 € le kilo, je sais ce qu'il en est parce que moi j'en prenais et on pêchait là maintenant c'est totalement interdit, mais on pêchait les silures et après au bout d'un moment tu peux passer avec une anguille, hein. Terminé. Quoique là maintenant depuis que c'est fini, si tu en as une peut-être que mais terminé. Les poissons, les perches par exemple, si tu changes pas la sonorité de ton leurre de surface, elles vont progressivement arrêter de mordre, suivre jusqu'à arrêter de mordre et si tu changes carrément de leurre, tu changes une nouvelle sonorité, un nouveau pop, un nouveau prop ou ce que tu veux, tu pourras peut-être refaire tes perches. Une habitude. OK. OK, super. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aurait, oubliés? Peut-être beaucoup, mais on va pas passer, ou 1 mois à discuter, mais non, mais il y a certainement d'autres sujets, ouais, je sais pas, je passe peut-être à côté, mais il y a peut-être d'autres sujets, ouais. Bon, Moi on pour refera. moi, le sujet le plus important, c'est l'écologie et c'est, la flotte et la possibilité de réaliser enfin, si on a de l'eau et puis, la possibilité, que les poissons se reproduisent, enfin les poissons, le milieu aquatique vive, pas que les poissons, le milieu aquatique, oui. C'est pour moi ça là, la priorité, elle est là. Là, c'est l'écologie, c'est la remise en situation des rivières correctement, suivre l'évolution, l'aider à enregistrer toutes ces merdes qui arrivent, les bitumes, les pesticides et cetera. On a viré toutes les la façon peut-être de restructurer l'agriculture, on le revoit, il y a des endroits où ça s'est mis en place, il y a les haies, parce que s'il y a plus de haies, bah, il y a plus de rétention d'eau, il y a enfin, c'est plein, plein, plein de choses. C'est un sujet Mmh. tellement long, faut pas que je reste trop bref et vaut mieux pas en parler parce que c'est hyper large. Mais OK. vraiment, l'écologie, le système, pour moi, n'est plus adapté, heu, pour pouvoir, pour que les rivières puissent vivre et les fleuves puissent vivre correctement. Si on est obligé d'empoisonner, il y a un autre souci ailleurs. Il y a plus les ruisseaux de fréquentation des poissons pour reproduire donc c'est très compliqué. C'est voilà, il y a un sujet et pourtant l'agriculture prend de plus en plus soin, à faire les choses correctement et en France, on est peut-être précurseur quand on voit qu'ailleurs on arrive à on fait venir, du soja par exemple, qui baigne dans le jus merdique et tout, pour nourrir nos bêtes et que nous ici les agriculteurs n'ont pas le droit justement, d'avoir le soja modifié et c'est compliqué, c'est un politique, mais avant tout, nos milieux sont très fragiles, sont fragilisés, sont compactés, il va falloir en prendre soin. En tout cas, Fred, merci de m'avoir accordé,
du temps, d'avoir discuté avec moi et c'était bien chouette. De rien. Écoute, moi je te remercie aussi de m'avoir, invité, tout simplement et puis, bah, que tout le monde se fasse plaisir, au bord de l'eau et en forêt aux champignons ou ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir dans la nature les amis. C'est important, préservez-la surtout. Bon, si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as sûrement encore un petit peu de temps à accorder à la vidéo. Alors, je te propose d'aller jeter un œil à cet épisode super riche que j'ai enregistré. Ouais, c'est un moucheur, ça fait pas rêver tout le monde, mais clairement, c'est un gars hors du commun avec un parcours comme il y en a peu dans la pêche en France. C'est JB Vidal, je te mets l'interview juste là et je t'invite à aller y jeter un œil, je suis sûr que tu seras pas déçu. C'est parti!